Aujourd'hui, on rentre dans un monde qu'on souhaite tous ne jamais visiter, que ce soit pour soi ou pour sa famille, mais qui sauve des vies à tous les jours. C'est le monde des soins intensifs. Puis pour ce faire, on rencontre Dr Joseph Dahin, vous le connaissez probablement, il est très connu sur les réseaux sociaux. Donc, il a fait sa médecine à McGill, ensuite à l'Université de Montréal. Il a aussi fait un fellow en Écosse en leadership, en amélioration des soins de santé. Donc, il y a beaucoup à nous raconter. Puis aujourd'hui, je tiens spécifiquement à ce qu'on parle du coma, parce que c'est un sujet qui me passionne aussi de parler des différents décès qu'il vit, les dons d'organes au moment du décès. Donc, c'est tous des sujets qu'on va couvrir aujourd'hui. Donc, suivez-nous pour ce podcast. Donc, bonjour, Dr Dahin. Merci d'être ici aujourd'hui. Bien, merci de me recevoir. Ça va bien? Une grosse journée, je pense. Tu reviens de l'hôpital pour venir nous voir directement. Oui, absolument. En lendemain de garde, avec grand plaisir. Puis, on va commencer avec le commencement. Fait que j'aimerais ça savoir, premièrement, mais je sais que tu es né en Syrie, puis déjà, à l'âge de 2 ans, tu es arrivé ici, fait que tu es arrivé assez tôt. Puis, qu'est-ce qui a fait que tu es devenu médecin en premier? Qu'est-ce qui a dit, moi, je veux devenir médecin? C'est deux questions différentes. Qu'est-ce qui a fait que je suis devenu médecin? Je pense que c'est beaucoup de chance et beaucoup de travail, mais qu'est-ce qui a fait que j'ai voulu devenir médecin? Ça, c'est peut-être un amalgame de plusieurs choses. Je pense qu'il y a toujours... Puis j'aimerais même entendre ta réponse, mais l'idéal un peu du médecin, comme quoi c'est quelqu'un qui peut aller vers les autres, aider, serviable, quand même respecté dans une société. Puis moi, j'ai aussi eu une expérience comme patient dans la mesure où pendant toute ma jeunesse, j'ai été suivi à Sainte-Justine pour un problème ophtalmologique. Puis je pense que ça aurait peut-être pu traumatiser certaines personnes, la froideur des hôpitaux, puis c'est des gouttes dans les yeux. Là, pour ceux qui en ont vécu, c'est jamais le fun. Là. Surtout enfant. Non? Surtout enfant. Mais j'associais plus le bon côté. Si ça allait bien, c'était une expérience que je prenais du temps juste avec ma mère qui m'amenait. On allait dans les distributrices choisir une petite surprise. Le médecin était toujours très professionnel. Puis ils m'ont suivi de 5 ans jusqu'à 18 ans. Puis donc, au lieu d'être une expérience traumatisante, ça a été quand même une belle expérience avec le système de santé. Puis j'ai vu un petit peu à quel point ça m'a permis de voir. Je veux dire, à un moment donné, j'ai posé la question parce que finalement, ma maladie est un petit peu spéciale. C'est l'amblyopie, puis c'est pas une malformation de l'œil, c'est une malformation du système nerveux. Puis je me rappelle quand j'étais jeune, ils nous mettaient des cache-œils. Je ne sais pas si ça se fait encore de nos jours, mais pour renforcer l'œil paresseux, l'œil faible. Ouais. Puis, c'est pas le fun pour un enfant. Je me rappelle, j'avais un petit peu demandé, mais qu'est-ce qui se serait passé si j'avais pas fait ça? Si je n'avais pas consulté ou si j'avais été rebelle. Elle m'a dit, le gros E, tu serais même pas capable de voir ça. Puis ça, ça m'avait marqué sur l'impact que ça a eu sur ma vie d'avoir une vision, entre guillemets, acceptable grâce au traitement. Fait que je pense que c'est la leçon que j'ai ressortie de mon expérience patiente. Je me suis dit, c'est quoi, peut-être qu'être médecin, je vais peut-être pouvoir faire ça à mon tour si j'ai la chance de le faire. Fait que je travaille fort dans mes études, puis je pense qu'il y a quand même un bon concours de circonstances qui fait en sorte que j'ai été chanceux, que j'ai été pris, puis je suis content. T'es-tu le premier de la famille? Oui. Il n'y avait pas d'autres médecins? Non. Non, mais mes parents m'ont toujours encouragé. Ouais. On n'a jamais manqué de rien, mais c'est vrai que c'était pas nécessairement quelque chose que je savais dans quoi je m'embarquais. Ouais. J'ai été, je pense, très chanceux d'aimer ça, parce que finalement, l'image un peu romancée qu'on se fait de la médecine, c'est pas ça du tout une fois qu'on est sur le plancher, puis encore moins durant les études. Ouais. Mais j'ai été chanceux, là où d'autres ont, encore une fois, été brûlés puis vécu beaucoup de traumatismes, moi, ça m'a pas détruit, puis je suis encore capable de dire aujourd'hui que c'est le plus beau métier du monde. Justement, pendant ton expérience, parce qu'on a tous eu des phases difficiles, là. Est-ce que toi, pendant tes études, là, il y a eu des moments plus difficiles ou des remises en question par rapport à que c'est vraiment ça que tu voulais faire? J'ai été chanceux, ma plus grosse épreuve, je l'ai vécue très tôt, dès mon année pré-med. Okay. J'ai coulé pour la première fois un examen. De ta vie? De ma vie, excepté un examen d'espagnol au secondaire, où j'ai eu 11 %. Mais tu l'avais fait? J'avais fait, puis je comprends pas. Ça rentrait pas. No hablo espagnol. Mais la première fois où j'ai coulé un examen, comment dire, de science, on va dire ça comme ça, c'était biologie, et j'ai coulé physiologie en pré-med à McGill. Puis là, je me suis beaucoup remis en question parce que j'aurais pas nécessairement dit que c'était des matières où j'avais beaucoup de facilité, où j'étais très, très fort au cégep, mais j'avais jamais pensé un jour couler. Puis là, j'ai essayé de raisonner tout ça. Qu'est-ce qui a fait ça? Il y a un peu de ça qui était, pour la première fois de ma vie, je fais un examen en anglais. Ouais. Puis, veux pas, je suis francophone, puis même si je suis bilingue, raisonner en anglais, c'est pas la même chose qu'en français. Prendre un test, faire un test, à un moment donné,
les gens qui rentrent en médecine sont bons pour passer des examens. Ouais. On a nos techniques d'études, puis on comprend un peu comment les questions sont formulées. C'est différent en anglais. Je pense juste ça a été assez pour me débalancer. Fait que j'ai essayé de tout reprendre en main, reconstruire, revisiter mes techniques d'études. Puis finalement, à l'examen de fin de session, j'ai eu 100% dans les 2 examens, puis j'ai fini avec un A pareil. Oh, wow. Fait que j'ai pris l'épreuve, puis je l'ai quand même transformée. Puis je pense que ça m'a... Je suis content de ça, puis je me rappelle toujours de cette anecdote-là, parce que je sais comment je me sentais, puis j'ai été capable de la surmonter. Fait que toutes les autres épreuves qui se sont suivies, je me réfère toujours à ça. C'est comme, je vais peut-être vivre des choses que jamais j'aurais pensé imaginer vivre, mais je suis capable de les surmonter, je veux juste m'adapter. Ça va peut-être prendre du temps, mais je vais m'adapter, puis je vais m'ajuster. OK. C'est ça qui est arrivé parce qu'au courant de l'externat, c'est dur, surtout toi à la résidence, tout ça. Est-ce que tu as eu des moments que c'était comme... c'est dur, là. Plus dur ou au contraire qui t'a motivé à comme c'est vraiment ça que je veux faire. Puis comment aussi tu as choisi la médecine interne, ensuite les soins intensifs? Ce qui était le plus dur, je pense, dans l'externat, dans les stages de médecine, c'était parfois certaines mauvaises expériences avec des superviseurs. Ouais. Il y a vraiment, malheureusement, encore de l'harcèlement et de l'intimidation en médecine. J'en ai été victime. J'en ai même déjà parlé dans une vidéo. Il y a déjà eu une superviseure qui m'a dit que je n'étais pas assez intelligent pour être en médecine interne, aussi crûment que ça. Puis je suis rentré en médecine interne, ça a très bien été, d'excellente évaluation. Mais tu te dis, pourquoi cette personne-là a prononcé ces paroles-là? Pourquoi elle a attaqué mon intelligence devant le public? Tu sais? Et ça, c'est déstabilisant quand tu es encore très jeune, étudiant en médecine, tu es en quête d'identité, tu es en quête un peu de qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Tu as le sentiment d'imposteur qui ne nous lâche pas, même plusieurs années plus tard quand on est en pratique. Donc, oui, il y a eu ces situations-là particulières, puis c'est correct, je les ai surmontées. Mais j'ai vu comment ça a détruit des amis et des collègues. Il y en a même un en particulier que je connais qui a lâché la médecine, là, qui était un ami à l'époque. Donc ça a été des épreuves comme ça. Je pense de vivre certaines situations stressantes aussi avec des patients, des situations inusitées, le lot de responsabilité que tout d'un coup, on nous met sur les épaules. Mais ça me stressait un petit peu moins parce que j'aimais vraiment ça, tous mes stages. Puis je suis bon pour répondre à la rétroaction. Puis moi, un superviseur qui me donnait la rétroaction, ça allait bien. Fait que ça, ce côté-là de l'externat, c'était pas si pire. Je pense que j'étais sensible à la responsabilité qu'on me confiait, mais pas intimidé. Puis là, qu'est-ce qui a fait que finalement, j'ai choisi la médecine interne puis les soins intensifs? Au début, c'était la médecine interne, puis c'était en lien, cette fois-ci, non pas avec une mauvaise expérience de superviseur, mais une bonne influence de superviseur. J'ai eu un médecin qui, comme en Med 2, il nous prend dans des petits groupes, puis il nous présente un petit peu à McGill, genre Introduction to Medicine. Fait que comment lire un ECG, un rayon X, comment examiner un patient, comment prendre une histoire, puis il y a ça probablement dans les 3 autres facultés au Québec. Puis je me rappelle de ce médecin-là, Peter Galley. Il était tellement brillant. Juste comme moi, si j'ai le corps de ces connaissances-là. C'était un gastro-entérologue hépatologue, mais il était capable de te parler de poumons, de cœur, de n'importe quoi. Puis il était tellement bon avec les patients. Comme je dis, si je suis le corps aussi bon, aussi intelligent que lui, je vais être un très bon médecin. Mais pour ça, il faut que j'aille en médecine interne parce que c'est la spécialité qui me permettrait d'avoir cet ensemble de connaissances-là. Fait que c'était clair que je voulais être lui comme modèle de rôle. Puis ensuite, les soins intensifs, c'est venu un petit peu plus tard, quand j'ai fait des stages de soins intensifs. Mais un peu, encore une fois, à cause de gens que j'ai croisés. J'ai croisé un intensiviste pédiatrique, Salim Razak, qui était à McGill, il est maintenant à Vancouver, parce que je m'étais impliqué dans le comité d'admission à McGill. Puis là, je découvre pour la première fois cette spécialité-là. Je suis comme, wow, des enfants gravement malades. OK, je peux-tu faire un stage? Oui, on va t'organiser un stage à option. Parallèlement, on avait à McGill un autre forum qui s'appelle le Osler Group. Puis là, c'est 6 étudiants en médecine qui se suivent de Med 1 à Med 4. Puis notre Osler Fellow, donc un médecin senior qui est responsable, c'est Peter Goldberg qui était un intensiviste. Donc, je découvre là, un intensiviste pédiatrique, un intensiviste adulte. Je me book 2 stages. Puis c'était pendant la crise du H1N1. Puis là, il y avait plein d'enjeux éthiques sur... Mais si on manque de respirateurs artificiels, à qui est-ce qu'on le donne? Un peu le début de la COVID, comme? On a revécu ça. Ouais, tu sais où je m'en vais avec ça. Là, mais tout à fait.
Mais à l'époque, c'était ça. C'était les discussions sur le H1N1. Est-ce qu'on va manquer de ressources? Est-ce qu'on va manquer de ventilateurs? Est-ce qu'on va devoir choisir entre 2 enfants malades? Oh, wow. Celui qui vit avec un handicap ou celui qui est normal? C'est des questions vraiment qui avaient été posées par le fellow de soins à l'époque. Puis j'étais comme, mais mon Dieu, mais c'est tellement extraordinaire parce que moi, je suis témoin de ça. Je suis dans un groupe, il y a plein de monde multidisciplinaire. Tout le monde émet son opinion. Tout le monde dit, ça se peut pas qu'on soit en train de parler de ça. Dans le monde adulte, H1N1, on les a vus. On a vu des femmes enceintes mourir du H1N1. Et ça n'a pas été la crise que la COVID a été ou que la crise du SRAS avait été à Toronto au début des années 2000. Mais pour ceux qui l'ont vécu, c'était quand même grave, le H1N1. Puis j'étais aux premières loges comme étudiant en médecine en stage de soins intensifs. Fait que là, en med interne, on peut se surspécialiser en soins intensifs. C'était assez clair que je voulais faire ça, mais j'ai quand même pris le temps de faire tous les autres stages, cardio, pneumo, gastro. Hein? Puis il n'y a rien qui m'a fait changer d'idée. Qui a dépassé les soins intensifs pour toi. Exactement. OK. OK, good. Puis, si on parle justement plus des soins intensifs, parce que souvent, moi, je disais, mon prochain podcast, c'est avec un intensiviste. C'est quoi ça, un intensiviste? Il y en a, j'ai été surprise comment les gens ne savent pas, puis quand tu dis soins intensifs, là, les gens, ils catchent. Là. Mais c'est quoi exactement que tu vois aux soins intensifs majoritairement, là, tes journées, dans tes journées, le type de cas? Je sais que vous faites beaucoup de réanimation, des gens dans le coma. Fait que juste un peu un survol de qu'est-ce que tu fais comme intensiviste. On prend soin des patients les plus malades de l'hôpital. Yeah. Puis ça peut vouloir dire qu'ils ont différents diagnostics. Ça peut être les plus malades de l'hôpital parce qu'ils viennent d'avoir une grosse chirurgie, puis ça a compliqué, puis là, tout d'un coup, il faut quelqu'un qui les prenne en charge. Ou ça peut être parce que ça a été une super grosse chirurgie, comme par exemple une grosse reconstruction maxillofaciale, ORL, plastie, avec des micro-anastomoses, puis des lambeaux qu'il faut surveiller, puis avec un niveau de surveillance et de réactivité qui n'est pas disponible dans un étage régulier où une infirmière va avoir 8 patients pour dire quelque chose. Aux soins intensifs, ce ratio-là va être plus restreint. Mais ça peut être aussi des affaires qu'on voit plus souvent comme les infections, les chocs septiques. Ouais. Donc ça, c'est des patients qui sont sur le point de décéder ou qui ont des organes défaillants parce qu'il y a une infection qui attaque leur corps et leur système immunitaire qui réagit mal. Ou très souvent aussi des insuffisances respiratoires, donc des patients pour qui soit le taux d'oxygène dans le sang est trop bas parce que les poumons sont malades, ou le taux de gaz carbonique est trop haut parce qu'il y a plein de conditions associées à ça, ou un mix des deux, puis ils ont besoin d'un support ventilatoire, que ce soit un tube endotrachéal, un respirateur artificiel ou de la ventilation non invasive pour être capable de traverser tout ça. Mais il y a plein d'autres raisons pour lesquelles un patient peut être aux soins intensifs également et être le plus malade. Ça peut être parce que tout d'un coup, il arrive intoxiqué à quelque chose, puis il a besoin d'une dialyse urgente, sinon il va être empoisonné puis il va mourir. Il peut arriver intoxiqué puis il ne protège pas son airway puis il faut l'intuber jusqu'à temps qu'il claire la drogue qu'il a consommée. Ça peut être le patient le plus malade également parce qu'il n'est pas encore le plus malade. Mais on sait qu'il y a une condition qui peut continuer à se détériorer si elle n'est pas surveillée de près avec des signes vitaux récents puis une prise en charge de près. Donc, ce qui est le fun avec les soins intensifs, c'est qu'il y a littéralement une grosse diversité des diagnostics possibles, mais tous ont en commun le fait que s'il n'y a personne qui agit et qui surveille de près, bien, ça va mener à une défaillance multi-organique. Plein d'organes vont commencer à lâcher, puis potentiellement, le patient peut en décéder. OK, ouais. Fait que c'est vraiment les cas, comme tu as dit, les cas les plus graves, puis beaucoup, vous êtes appelés en réanimation justement quand les gens sont en train de se rendre à... Parce que ça me rappelle une fois, je pense que c'est dans un des podcasts que tu as déjà fait, tu disais que il y a quelque chose dans ton cerveau qui a changé à un moment donné parce que quand les codes bleus, quand tu as un code bleu, tu dis mais de toute façon, le patient il est déjà décédé. Fait que la meilleure chose que je peux faire, c'est de le sauver. Tout à fait. Puis ça m'a vraiment inspirée. Je dis c'est vrai parce que, tu sais, on s'entend là, tous les médecins, on est très stressés. La majorité, en tout cas, surtout comme étudiants, c'est stressant, fait qu'on perd un peu nos moyens. Puis j'ai trouvé ça intéressant que tu amènes ça. Puis je sais pas si tu as plus à dire par rapport à ça, parce que je trouve que quand on est calme, justement, on a beaucoup plus de chances de le sauver. Je sais pas si tu es d'accord. Ben oui, puis j'ai comme envie de te relancer en disant, mettons, pour le patient, là, le moment le plus stressant, là, c'est quand il rentre dans l'hôpital. Ouais. On s'entend, dès qu'il rentre dans l'hôpital, les patients, les gens qui ne sont pas habitués, c'est stressant. Les gens n'aiment pas ça dans un hôpital. Mais quand est-ce que tu as vu les gens les plus stressés dans l'hôpital au point de vue médical, les médecins, les infirmières? Dans des situations d'urgence comme de réanimation. Oui, c'est quand les patients vont pas bien. Puis ça ne devrait pas, à cause de ce que tu viens d'expliquer, c'est-à-dire qu'on est formé pour ça. Tu sais, je veux dire, c'est pas normal que les moments les plus stressants soient quand les patients vont pas bien. Mais alors que, tu sais,
je pense qu'il y a 2 affaires qui me chicotent beaucoup par rapport à ça. La première, c'est, oui, on est formé pour prendre ces situations-là en contrôle, mais là, quand arrive le moment, ben, on est tous un petit peu désorganisés, puis c'est le chaos. Pourquoi? Parce que ça arrive quand même pas si souvent que ça, un code bleu dans un hôpital. Puis, il n'y a pas cette rigueur-là de se pratiquer entre 2 codes bleus, les équipes de code puis de réanimation. On prend pour acquis que, on a été formé, puis si on prend des gens qui se connaissent à peine, des résidents, des externes, des infirmières, la nouvelle, puis tout d'un coup, là, la première fois qu'ils se voient, là, c'est pendant qu'un patient est en arrêt cardio-respiratoire, bien, magiquement, ils vont super bien travailler ensemble. Il n'y a aucune autre équipe dans le monde qui fonctionne comme ça. Non. Prends une équipe de sport. Mais avant d'aller en jouer à la Coupe Stanley, là, ils se sont pratiqués bien souvent entre eux, puis ils savent exactement qui va être sa glace, les forces, les faiblesses. Prends un band. Avant d'aller jouer au Centre Bell, là, ils vont s'être pratiqués souvent dans leur garage avant d'aller jouer devant 22 000 personnes. Mais en médecine, c'est la seule équipe qu'on prend plein de monde qui ne se connaissent pas, on ne les fait pas pratiquer entre eux, on ne se fait pas de simulation. Puis la première fois qu'ils se rencontrent, c'est leur Coupe Stanley, c'est leur Centre Bell, c'est un patient en arrêt cardio-respiratoire. Fait que ça, je trouve ça particulièrement pensée magique de nous, culture médicale. Ça diminue le taux de succès, j'imagine. Oui. Il y a des études qui montrent que si on fait la rétroaction, du debriefing après une situation de code bleu, ça a un impact non seulement sur l'équipe en tant que telle, mais sur les patients. Les futurs patients qui vont tomber en arrêt cardio-respiratoire vont avoir des meilleures chances de survie. Puis pas juste de survie, genre avec des gros handicaps parce qu'ils ont un arrêt cardiaque, avec un état neurologique normal ou acceptable. Ça, c'est une étude avec ces billets, là, c'est monocentrique, puis c'est en Californie, mais c'est en soins intensifs pédiatriques qui a été publié dans Critical Care Medicine. L'autre affaire qui est bizarre, c'est un peu ce à quoi tu faisais référence, c'est-à-dire que, mais pourquoi ça nous stresse? Le patient il est mort. C'est vrai, ça. Je ne sais pas d'où m'est venue cette espèce de réaction-là spontanée, parce que ça m'habite depuis que je suis résident. C'est comme, il est mort. Je ne peux pas faire pire. Je peux juste l'améliorer. Oui. Mais c'est sûr qu'on se sent mal quand on se dit mais c'est parce qu'on se dit mais si je réussis pas à le ramener, c'est peut-être parce que je savais pas quelque chose. Ouais. Mais il faudrait peut-être vraiment le voir comme étant, honnêtement, si on n'était pas là ou s'il était ailleurs, s'il n'était pas à l'hôpital, il n'y aurait personne, puis il mourrait, puis quelqu'un retrouverait sa dépouille à un moment donné, froid, quelques heures plus tard. Fait que là, il est là, on a la chance de le faire. Mais ça, c'est pas garanti. Les taux de succès sont très bas. Là. Dans les films, les séries télévisées, tout le monde pense que réanimer un patient, ça va toujours bien. Là, puis c'est magique, puis il revient, puis il retourne à la maison, puis il joue au football, mais c'est pas vrai. Là. La plupart des patients ne survivent pas à un arrêt cardio-respiratoire. Donc, quand on a des succès, il faut le voir comme étant tant mieux. Ça a bien marché, ça a bien été. J'ai été là, j'ai fait mon travail, puis ça devrait, entre guillemets, pas nous stresser. Je comprends que c'est plus facile à dire qu'à faire. Ouais. Mais je pense vraiment que ça peut aider beaucoup de jeunes qui nous écoutent et qui sont stressés par tout ça. Oui, c'est ça. Parce que c'est ça. Toi, tu as des formations justement en leadership, en amélioration des soins. Puis, parce que moi, si je parle de mon expérience en réanimation, ça n'a jamais vraiment bien été. C'était très chaotique. Puis, je pouvais voir les erreurs qui pouvaient se faire parce que tout le monde paniquait au lieu de rester calme. Puis, tu sais, ton approche, justement, je pense que tu disais de tout le monde prendre 30 secondes, que les gens se présentent. J'ai jamais eu la chance d'avoir comme ce genre d'équipe-là. Puis je pense que ça fait une différence. Puis je me demande, puis je sais pas si tu as ton opinion par rapport à comment ça, c'est pas ça la culture, puis pourquoi. Tu sais, oui, on a tous des cours de réa là, pendant notre étude, mais dans le pratique, c'est comme si on n'est pas exposé, puis on arrive directement comme à la Coupe Stanley, comme tu disais, mais sans les ressources, puis sans l'équipe autour. Rarement des debriefings, rarement comme d'être. Puis, tu sais, c'est des gros, là, il y a des décès. Tu sais, on était. Surtout que je parle, mettons, je sais pas ton approche avec les étudiants, les externes, mais je sens que ça ferait vraiment une différence, là. Ben oui, puis quand on demande aux gens pourquoi vous le faites pas, parce que c'est du gros bon sens, les gens disent, on n'a pas le temps, on vient de coder depuis 2 heures, là, on n'a pas le temps de se parler, de dire qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a mal été. OK, on va faire de la simulation. Mon frère, il est pilote d'avion. Aux 6 mois, il est sur un simulateur à pratiquer des scénarios qu'il n'y aura jamais, là, des moteurs en feu, des trucs comme ça. Mais il faut qu'il le fasse. Puis, parce que si c'est pour arriver, il ne faudrait pas que la dernière fois qu'il a vu ça, c'était dans un livre il y a 15 ans ou dans son cours il y a 15 ans. Fait que c'est la même chose pour nous. C'est que même si ça n'arrive pas, puis nous, ça arrive en fait beaucoup plus souvent, là, mais on devrait prendre le temps, puis libérer les gens, puis faire de la simulation. Mais en santé, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, on n'a pas le temps. Pas les ressources. On n'a pas l'argent. Faudrait que je libère une infirmière, faudrait que je la paye pour aller suivre une formation de la simulation.
Puis c'est facile ensuite de dire, ben on ne le fera pas. De toute façon, on est formé pour ça, puis ça va revenir, on va apprendre sur le tas. Je pense que c'est pas correct qu'on apprenne sur le tas aux dépens des patients. Ben oui, exact. Puis je pense surtout qu'on a une alternative technologique qui est très adéquate, qui est la simulation haute fidélité. Et surtout quand on a des études dans la littérature publiées dans des revues renommées qui nous montrent que ça a un impact, non pas seulement sur les patients, comme je donnais l'exemple tout à l'heure des soins intensifs pédiatriques, mais aussi sur l'équipe. Fait qu'il y a une belle étude qui a été publiée dans le JAMA en 2018 où ils ont mesuré l'impact d'une retraite de 5 jours sur 198 infirmières de soins intensifs en France. Puis ils ont séparé en 2 groupes. C'est une étude randomisée, contrôlée. Dans le premier groupe, ils ont dit faites comme d'habitude, là, allez travailler, puis dans 6 mois, on va vous demander comment vous vous sentez. Puis dans l'autre groupe, ils ont dit vous, on va vous prendre 5 jours, on va vous payer une retraite, on va faire de la simulation. Puis on va mesurer non pas l'impact sur vos habiletés, mais sur votre épuisement professionnel. Ils ont appelé ça job strain. Puis 2, l'absentéisme au travail. Les résultats de cette étude-là, là, c'est incroyable. C'est dans le groupe contrôle, celui-là où il n'y avait pas cette intervention-là, il y avait à peu près 67% des infirmières qui rapportaient vivre du stress au travail, de l'épuisement au travail. Dans le groupe d'intervention, c'était 13%. Ça veut dire qu'ils ont été capables de baisser de 50%. Pas en chiffre relatif, là, en absolu. Puis un absolute risk reduction pour les geeks qui nous écoutent. En médecine de 50%, c'est un number needed to treat de 2. Pour chaque 2 infirmières qu'on envoyait faire cette simulation-là, cette retraite-là, il y en a une de moins qui vivait de l'épuisement puis du stress au travail. Oui. Puis ils ont mesuré sur les taux d'absentéisme, ça a baissé de 7%. Il y avait juste 1% de taux d'absentéisme, de congé maladie dans le groupe d'intervention. Puis 7%, c'est un number needed to treat de 14. Pour chaque 14 infirmières qui suivaient cette formation-là, il y en avait une de moins qui tombait en congé maladie. Fait que quand on dit on n'a pas l'argent pour payer ça, ça coûte cher l'assurance salaire. Là. Fait que, on économiserait des gens qui quittent, qui se brûlent. Puis là, on a des problèmes de ressources humaines. Il faut engager, il faut former. Puis, perdre une infirmière qui a 20 ans d'expérience, puis en mettre une nouvelle, là, pour un gestionnaire, peut-être que ça se dit, dans ma grille Excel, là, j'en ai perdu une, mais j'en ai une, fait que c'est à 0. Mais c'est pas la même chose là, au niveau de l'expérience. Puis, l'affaire qui me désole le plus, c'est que pour des résultats comme ça, là, s'il y avait une pilule qui faisait ces résultats-là, tout le monde la prescrirait, tout le monde la prendrait, puis la compagnie qui la faisait serait multimilliardaire. Puis ici, cette pilule-là, c'est de se parler, de faire la formation, mais ça, on se dit, on n'a pas le temps puis on n'a pas l'argent. Mais c'est moi où on pense juste au court terme, puis jamais, comme la manière tu parles, jamais au long terme d'investir dans les professionnels de la santé pour qu'ils puissent rester dans le système, justement ne pas s'épuiser. C'est comme si c'était pas présent dans notre système ou peu présent. J'ai l'impression qu'on a une gestion impersonnelle des ressources humaines, c'est-à-dire qu'on considère la plupart des gens comme étant interchangeables et remplaçables. Puis jusqu'à un certain point, c'est vrai. Là, si demain, moi, je ne suis plus là, il y a quelqu'un d'autre qui va rentrer tourner les patients aux soins intensifs. Mais je pense quand même pas que c'est comme ça qu'on devrait gérer une organisation puis un système de santé. Parce que c'est vrai que le tout est plus grand que la somme des parties puis qu'on gagne davantage à stabiliser les équipes. Pourquoi? Parce que ça marche dans d'autres industries. D'autres industries investissent dans leurs employés, investissent dans leur rétention de personnel parce qu'ils savent effectivement, comme tu as dit, au long terme... c'est gagnant. Que c'est gagnant. Vraiment. Puis c'est attractif, puis tout ça. Fait que moi, je me désole effectivement qu'on n'ait pas nécessairement cette réflexion-là systématiquement. Je pense qu'il y a des îlots d'excellence, mais je ne sais pas de ton expérience si tu as vu des milieux qui se démarquaient mieux. Moi, je pense souvent qu'il y a plein de gens qui veulent aller travailler dans ces endroits-là, puis d'habitude, eux autres, ils n'ont pas de problème. Mais il y en a d'autres, des endroits où malheureusement, c'est moins ça, puis c'est du roulement. Ouais. Puis ce qui arrive dans un milieu en santé, c'est que les gens veulent travailler dans le domaine de la santé parce que c'est tellement gratifiant. Là. Tu travailles avec des gens malades, vulnérables. Fait qu'il va toujours y avoir des jeunes avec des lumières plein des yeux qui vont dire moi, je veux aller en médecine, moi, je veux devenir infirmière, moi, je veux devenir préposé, moi, je veux devenir inhalo, moi, je veux devenir nutritionniste. Je veux aller aider dans les hôpitaux, je veux aller aider dans le système de santé publique. J'ai tellement rencontré des collègues qui venaient de plein d'autres industries, les banques, la finance, investissement, entrepreneurs. Je leur disais, mais
qu'est-ce que vous faites là, à faire votre deuxième, troisième carrière dans le domaine de la santé? Puis j'étais tanné de faire des millions à des compagnies internationales. Là. Ça me tentait d'avoir un contact humain puis de faire une différence dans la vie de quelqu'un devant moi. Puis ça, la médecine donne ça. Fait qu'on a cette qualité-là, cette attractivité-là on peut toujours recruter des gens parce qu'il n'y a rien de plus gratifiant que de pouvoir avoir cet impact-là sur la vie des autres, mais ça fait en sorte qu'on se dit, ben, on peut les sacrifier parce qu'il va toujours y avoir une relève. Puis ça, je pense que ce n'est pas une mauvaise façon de réfléchir. Ouais. Mais c'est sûr que ça a un impact parce que tu me posais la question, moi, je sais, je ne vais pas nominer d'hôpital, mais j'ai vu une nette différence entre un milieu où est-ce que il n'y avait pas justement cet encadrement-là. Puis même moi, juste comme externe à l'urgence, de nuit, tout ça, j'étais 10 fois plus épuisée après ce stage-là qu'un autre hôpital où c'était comme encadré, il y avait plus de... Fait que ça fait vraiment une différence. Puis tu vis des traumas comme étudiant quand même, là, quand il y a des décès, tu n'as jamais vu la réanimation, puis tout ça, c'est quelque chose. Puis quand il n'y a pas de débriefing, puis là, que tu fais des 12 heures de nuit, tu retournes travailler le lendemain, il y a d'autres décès, c'est sûr que ça s'accumule, là, puis que ça fait une différence. Ça, c'est clair. C'est pas juste anecdotique, genre on se parle, puis on pèle des nuages, puis on est dans un monde de licorne. C'est des objectifs que des organisations internationales recommandent d'atteindre si tu veux améliorer ton système de santé. Fait que, est-ce que tu connais le Triple Aim? Non. Le Triple Aim, c'est quand les gens disent « OK, on veut améliorer le système de santé, mais on veut améliorer quoi au juste? » Ben, le Institute of Health Improvement, c'est une organisation américaine, mais à une portée internationale, dit on veut améliorer 3 choses. On veut améliorer la santé de la population, pas juste les patients, la santé de la population. Mais si la population tombe malade puis tu deviens un patient, ben, on veut améliorer ton expérience de soins comme patient. Puis on veut faire ça à un coût moindre. On n'a pas un budget infini, il faut que ça coûte moins cher, il faut qu'on soit plus efficace. À triple cible. Quelques années plus tard, les gens se sont dit mais c'est très bien, ces 3 objectifs-là, mais qui donne ces soins-là? C'est les travailleurs de la santé. Fait qu'ils sont arrivés avec la 4e cible. Puis la 4e cible, c'est l'équilibre travail-famille des travailleurs de la santé. Il dit pour que tu puisses bien prendre soin des autres, il faut que toi, tu sois bien. Fait qu'il faut qu'on prenne soin de toi. Fait que c'est reconnu, c'est des cibles reconnues. Puis, tu sais, il y a des programmes d'aide aux employés, il y a une couple d'initiatives quand même pour pas que ça se perd trop. Mais est-ce qu'il y a vraiment une culture systématique de valorisation du personnel de la santé, de rétention, de formation dans les petites choses, de leur donner du sens dans leur travail, de leur donner une tape dans le dos? Je pense que si on faisait un sondage dans la plupart des employés, et on le fait, on voit des sondages nationaux sur la santé mentale des médecins. On a fait un sondage récemment dans mon CIS de Laval sur la santé mentale des membres du CMDP, le Conseil des médecins, dentistes, pharmaciens. Puis ça va pas bien. Les gens ne vont pas bien. Puis il y a des chiffres hallucinants. Là, ça tourne, selon ce qu'on lit, puis selon les sondages, entre 1/3 puis 2/3 des professionnels de la santé qui sont en épuisement professionnel ou en pré-épuisement professionnel. Fait que c'est sûr qu'on ne fait pas une bonne job avec les moyens actuels, alors que la cible, elle est claire. Fait que donnons-nous les moyens d'atteindre cette cible, ces cibles-là, selon moi. Oui, et puis si on en parle aussi, parce qu'il y a vraiment cette culture-là, même, je trouve, entre médecins, ou comme, tu sais, quand toi, tu dis, OK, moi, je vais prendre plus soin de ma santé, tu sais, faut comme que tu sois solide parce que tu vas recevoir un peu tout, je trouve, les médecins qui, eux, ont, par exemple, mis de côté leur propre santé, leur propre équilibre, puis que là, qu'ils voient, il y en a un qui, elle prend ça tu sais, moi, c'est important, je veux un équilibre, tout ça. Bien, des fois, on reçoit un petit peu des critiques, là. Fait que mais d'inculquer cette nouvelle culture-là, mais je pense que ça s'en vient un petit peu, mais ça reste que comme dans l'externat, les stages, tout ça, c'est pas la norme, genre. C'est ça que je veux dire. Non, c'est pas la norme, puis tu as raison de mentionner un peu qu'il faut être solide pour oser quasiment prendre des vacances puis prendre du temps pour soi, puis un petit peu essayer d'atteindre un certain équilibre entre le travail, ton identité professionnelle puis ton identité individuelle. Là. Ben oui. Moi, je suis Joseph Dahin, puis je pratique la médecine. Je ne suis pas docteur Dahin. Je suis Joseph, mon identité, c'est Joseph Dahin. Ça donne que je pratique la médecine. Mais pour certaines personnes, quand ils sont au travail, leur identité devient leur job. Ouais. Puis ça, c'est très dangereux parce que quand tu perds ça ou quand ça va pas bien, bien, tout ton monde s'écroule.
Fait que de ne pas aller jusque-là, de faire en sorte d'être quand même travail, de trouver un équilibre entre ton identité personnelle et ton identité professionnelle, ben c'est là où, effectivement, des fois, tu sens parfois le jugement des autres. Puis c'est niaiseux, mais moi, je le vois jusqu'à dans mes commentaires, dans mes vidéos TikTok. Des fois, je parle, tu le vois, tu t'en reçois. Ouais. C'est comme à 400 000 par année, vous ne devriez pas vous plaindre, puis arrêtez de parler de vos conditions. Puis je comprends ça, mais j'ai comme l'impression qu'on manque quelque chose en ayant une conversation. C'est comme, je pense qu'il n'y a personne qui dirait qu'il y a un prix à l'abus puis à la santé mentale des autres. C'est surtout quand tu peux le corriger, puis tu sais que qui en bénéficierait, ben, c'est les patients directement, puis la culture au complet. Fait que, mais j'y vois là, ça. Fait que là, tu te dis, bon, les médecins qui chialent encore, qui travaillent trop, puis nanana, puis au prix que vous salaire vous faites, devez. Ou même, tu sais, moi, des fois, ça va être juste, quand j'ai commencé mon podcast, c'était comme, ben là, comment ça, tu fais un podcast, t'es censé travailler plus? Oh, mon Dieu, mais je fais déjà 5 jours semaine. Je peux-tu, moi, comme personne, avoir d'autres intérêts puis vouloir les développer? Puis c'est vraiment particulier à savoir. Fait que oui, il y a ça aussi. Ça. Oui, on n'a pas le droit de prendre de pause. Non, c'est ça. C'est comme, pas le droit de faire d'autres choses. Non. Puis le plus drôle, c'est comme, va aider à l'urgence. Mais je travaille pas à l'urgence. Fait que même si je travaille, tu sais, je peux pas. Je comprends que c'est là que t'attends, mais même si j'allais travailler, c'est pas là que je travaille. C'est ça. Ouais. Bon point. C'est comme si on demandait aux gens d'aller patcher les nids de poules partout. Les champs de construction, c'est long. Allez sur les chantiers, il y a plein de cônes oranges. Mais je fais pas ça dans la vie, moi. Exact. Je voudrais qu'on rentre un petit peu plus sur le terrain. Qu'est-ce que tu vis comme... moi, j'ai un intérêt particulier à comprendre le coma. Puis j'ai pas été tant que ça exposée. J'ai pas, moi, fait de stage en soins intensifs. Fait que j'en ai peu vu. Je pense que ça me stressait justement, moi, le fait qu'il y ait toutes ces machines-là, toutes les signes vitaux, toutes les choses à vérifier, tout ça. Jamais trop tard. Oui, c'est vrai. Je peux t'accueillir. Oui, c'est vrai. Mais ma question, ce serait un peu qu'on parle justement de ton expérience du coma. Premièrement, pour les gens qui ne savent pas, comment tu le décrirais? Puis je pense qu'il y a la différence avec la sédation, puis tout ça. C'est aussi simple que de s'assurer de faire la distinction entre une pathologie puis un état, disons, contrôlé artificiellement par la médecine. Donc, un coma, c'est pathologique. C'est dans le sens où il y a quelque chose qui fait en sorte que ton cerveau, entre guillemets, s'éteint. Puis tu n'es pas conscient de ce qui se passe autour de toi. Ça peut être un trauma crânien, cause la plus évidente. Ça peut être un gros AVC, hémorragique, hypertension intracrânienne. Mais il y a plein d'autres conditions médicales qui peuvent faire en sorte que tu es dans un certain coma ou, tu sais, mettons, sur un spectre d'encéphalopathie. Donc, par exemple, quelqu'un qui est cirrhotique puis qui a une encéphalopathie hépatique, ben, au début, peut être un peu confus, mais à la fin, ça peut mener jusqu'au coma, puis c'est un problème avec son foie, puis sa détoxification. Puis il y a trop de toxines, oui. Exactement. Même chose avec l'accumulation de gaz carbonique chez un patient, par exemple, qui a pris trop d'opiacés. Et donc, on intoxe de dilodide, morphine ou fentanyl. Il respire plus, CO2 monte, il est dans le coma, ou c'est à cause des opiacés. Bon, ben ça, c'est pathologique. Coma myxédémateux en hypothyroïdie, c'est une autre cause. Il n'y en a pas des milliers, mais il y a plusieurs causes qui peuvent mener au coma. Puis c'est, dans le fond, une maladie qui a mené jusqu'à ça ou un événement quelconque. La sédation, bien ça, c'est nos médicaments qui font ça à des doses qu'on contrôle pour atteindre un état où, effectivement, ton cerveau est plus conscient de ce qui se passe autour de toi, mais il est réversible dès qu'on arrête nos médicaments. Puis maintenant, notre rôle, c'est de savoir s'il y a certains médicaments qui ont des durées d'action un petit peu plus longues puis qui font en sorte que ça s'accumule, fait que des fois, la période où le patient est sous sédation est plus longue. D'autres sont beaucoup plus courtes. Puis le meilleur exemple, c'est les maîtres de ça, c'est les anesthésistes, parce qu'ils vont vouloir te mettre en sédation pour une anesthésie générale. Tu n'as absolument rien. Tu ne veux pas que tu saches que tu es en train de te faire opérer à la hanche, pour dire de quoi, au genou ou à l'appendice, mais dès que la chirurgie est finie, tu vas te réveiller. Nous, aux soins intensifs, étant donné que nos périodes de sédation sont plus longues, le réveil peut parfois être plus long également. Fait que donc, ça se pourrait que pour un patient que j'ai dû paralyser pour un status asthmaticus pendant 1 semaine, par exemple, puis endormir pendant 1 semaine pour qu'il soit conscient de rien, puis j'ai peut-être dû ajouter plusieurs molécules, dont des benzodiazépines parce que ma sédation n'était pas suffisante, par exemple,
disons, typiques parce que c'est un patient qui consommait déjà beaucoup d'alcool ou d'autres médicaments et donc nos courtes molécules à réversibilité rapide ne fonctionnaient pas, ben, je sais que lui, ou elle, ça va peut-être prendre 3 jours avant qu'elle se réveille. Ça se peut. Malgré qu'il n'y ait plus aucune médication, ouais. ça va prendre 3 jours avec qu'il clean la médication de son système. Oui, puis il y a plein d'autres facteurs, l'âge, les doses, les comorbidités, blablabla. Mais on s'entend que si je finis de t'opérer, puis j'arrête les médicaments, puis ça prend 3 jours que tu te réveilles, ça ne marche pas, il faut opérer quelqu'un d'autre. Fait que les maîtres de la courte anesthésie, sédation, puis être prêt rapidement à te réveiller pour passer au prochain, ben c'est les anesthésistes. Nous, aux soins intensifs, ben nos périodes d'intubation sont plus prolongées généralement. Donc, nos périodes d'éveil sont un petit peu plus longues. Ce n'est pas instantané. C'est correct, on sait ça, puis on gère ça avec le patient, puis on le prépare des fois quand on a la chance un petit peu avant. Je vais dire, ben là, je vais vous endormir, je vais vous intuber. Quand vous allez vous réveiller avec un tube dans la bouche, vous n'allez pas pouvoir parler, mais ça vous aide à respirer. Donc, paniquez pas. On va vous parler, on va vous réorienter. Donc, on donne toutes ces consignes-là pour essayer un petit peu de diminuer la panique au réveil, mais des fois, on n'a pas le temps. On fait juste genre intuber les patients parce qu'ils sont en détresse, puis on gère ça au réveil quand ils émergent également. Donc, c'est un art. Il y a beaucoup de gestion des émotions. C'est effectivement très traumatisant pour quelqu'un de se réveiller intubé dans un lit d'hôpital aux soins intensifs, plein de machines avec des voix qu'il ne connaît pas, puis genre très faible, genre il n'est plus capable de bouger parce qu'il a passé 2 semaines. Ou bon. Fait que tout ça qu'on est habitué de gérer, mais on sait que ça a des conséquences parce qu'un séjour aux soins intensifs, il y a de plus en plus la reconnaissance que ça se traduit par un syndrome de post-soins intensifs. Le nom scientifique en anglais, c'est PICS, pour ceux que ça intéresse, Post-Intensive Care Syndrome. Puis ça, c'est un amalgame de plein d'affaires, des troubles dans la sphère physique, fait que de la faiblesse, des contractures, tout ça. Des troubles dans la sphère psychologique, santé mentale, fait que c'est tout ce qui est PTSD, dépression, anxiété, puis des troubles dans la sphère cognitive. Fait que troubles de concentration, troubles de mémoire, perte de libido, tout ça. Donc, donc, il y a de plus en plus de recherches là-dessus. Puis malheureusement, il n'y a pas de traitement miracle, mais on sait que nos patients vont vivre une expérience traumatisante de leur séjour aux soins intensifs. Et les familles aussi. Oui. Dans la COVID, il y a eu plein d'études qui montraient qu'à peu près 2/3 des familles avaient des symptômes d'anxiété, dépression, PTSD en lien avec voir leur être cher intubé aux soins intensifs victime de la COVID. Donc, ça a un prix tout ça, mais ça fait quand même partie de nos outils d'être capable de causer cette espèce de coma artificiel, il ne faut pas dire coma artificiel, la sédation pour être capable de donner les traitements dont on a besoin aux patients. Puis, est-ce que tout le monde qui est dans le coma, le vrai coma ou la sédation est intubé? Non. Fait que si on pense que c'est quelque chose de rapidement réversible, donc par exemple, si tu es dans le coma sur une intox aux opiacés, je le sais que si je te donne du naloxone, qui est l'antidote, tu vas te réveiller rapidement. Fait que j'ai pas besoin de t'intuber parce que si j'ai le bon diagnostic, j'ai le bon traitement, tu vas te réveiller tout de suite. Mais pour d'autres, effectivement, si tu penses que la réversibilité, elle est pas immédiate, si le patient ne protège pas ses voies aériennes, il faut les intuber. Puis généralement, quand tu es dans le coma, tu ne protèges pas tes voies aériennes. Oui, c'est ça ma question, parce que des fois, est-ce que ça veut dire que tout le monde qui se réveille du coma, en général, disons quelqu'un qui est dans le coma pendant 1 mois, il va être intubé jusqu'à ce qu'il se réveille? Tout à fait. Fait que tout le monde, un peu au réveil, subit, dans le fond, l'extubation? Oui, sauf qu'on ne garde pas les patients intubés pendant 1 mois. D'habitude, on prend la décision un peu plus tôt que ça d'installer une trachéotomie puis une trachéostomie. Donc, au lieu d'avoir le tube dans la bouche, il va directement au niveau du cou, dans la trachée. Comme ça, c'est plus confortable. Puis ça facilite aussi le sevrage de la ventilation mécanique par la suite. Puis justement, comment on garde un patient aussi longtemps en coma? Puis c'est quand vous prenez votre décision? Comment ça se passe, par exemple, si quelqu'un, ça fait 1 mois? Est-ce qu'il y a des discussions qui se passent avec la famille? Est-ce qu'on voit des signes qui disent « Ah, OK, bien, il devrait se réveiller bientôt » ou vous, instinctivement, vous savez qu'il y a des signes que vous avez appris à connaître qui vont faire que le patient est proche de se réveiller? Ou? Oui. Encore une fois, ça dépend du diagnostic initial. Fait que, si on parle de qu'est-ce qui a fait en sorte que le patient est dans le coma, si c'est un arrêt cardio-respiratoire puis il a manqué d'oxygène au cerveau, on sait que s'il n'y a pas de réflexe du tronc cérébral à 72 heures,
il n'y a aucune chance de récupération neurologique fonctionnelle. OK. Fait que ça, on est capable de dire ça. Mais c'est des cas quand même assez rares. Ensuite, quand il y a certains signes, ben là, ça devient un petit peu plus gris. Là, des fois, on peut peut-être être un petit peu plus patient. Des fois, on peut être beaucoup plus patient. Mais on dit toujours, tu sais, avec la famille, dans quel état... Vous voulez qu'il réveille? Ouais, parce que, que lui ou elle aurait voulu se réveiller puis vivre. Qu'est-ce qui serait acceptant? Fait que là, c'est toutes les discussions de... Il y a bien des choses qu'on peut faire. On peut prolonger des gens pendant très, très longtemps, mais il y a deux choses qui sont vraies. Un, il n'y a personne d'immortel. À un moment donné, on va mourir de quelque chose. Puis deux, si on ne meurt pas, il y a un prix à payer. Puis ce prix-là, c'est sur la qualité de vie. Oui. C'est quoi ta définition de qualité de vie? Est-ce que c'est, moi, si je suis condamné au fauteuil roulant ou alité, ma vie ne vaut plus la peine d'être vécue, ou ça ne me dérangerait pas de me faire laver, de me faire transporter, d'être handicapé, mais si j'ai toute ma tête, c'est correct. Si je peux reconnaître mes enfants, ça va. Ça, c'est une qualité de vie pour moi. Mais ou d'autres, c'est comme, moi, si je reconnais personne, débranchez-moi. C'est là où puis il y a des enjeux parfois éthiques, il y a des enjeux parfois religieux aussi là-dedans, il y a des conflits de valeurs, mais on explore toujours ça avec la famille pour être sûr que peu importe la décision qu'on prend, on la fait en cohérence avec les valeurs du patient et de la famille. Puis ensuite, selon le diagnostic, oui, on est capable de voir un petit peu la trajectoire, puis aider la famille en pronostiquant un peu, en sachant que des fois, on se trompe. Puis des fois, il y a des signes, on ne peut pas donner une garantie, mais il y a des signes qui nous montrent, ah oui, il y a une récupération, ou là, on semble atteindre un plateau, puis même si on attend plus longtemps, ça va être ça le reste de sa vie. Fait que, est-ce que c'est acceptable ou pas? Puis là, on prend une décision. Est-ce qu'on extube? Est-ce qu'on passe en soins de confort? Est-ce qu'on attend encore un petit peu? Puis tout ça est fait de façon très dynamique, puis avec des réévaluations au quotidien de l'examen neurologique, mais aussi de l'équipe interdisciplinaire. On se fie beaucoup aussi à l'expertise de nos physiothérapeutes parfois, des infirmières. On peut demander à nos consultants parfois, neurologues, pour certains autres tests qui peuvent nous aider à pronostiquer. Donc, c'est très fascinant, mais c'est vrai que c'est un peu une boîte noire parfois pour certaines personnes vues de l'extérieur. Puis toi, c'est quoi le patient qui est resté le plus longtemps en coma que tu as eu? C'est combien de temps? Coma genre pathologique, là, pas sédation. Non. Environ. Mon Dieu. Je sais pas. Écoute, c'est comme question surprise. Le plus long. C'est qui s'est réveillé ou qui s'est pas réveillé? Qui s'est réveillé. Ah, peut-être un 10 jours. OK. Ouais. OK, mais t'as pas eu des 1 mois qui se sont réveillés puis qui sont revenus... Non. OK. Non. OK, on a eu des c'est quand même rare. Là, genre confus, pas normal, tu sais, coma, genre, c'est absolument rien. Là. Mais il y a une gradation, là, il y a l'état végétatif persistant, donc il n'est pas dans le coma, mais il est végétatif, c'est-à-dire qu'il ouvre les yeux, mais il n'y a pas de lumière dans la maison. Ensuite, il y a minimally conscious, fait qu'un état de conscience minime. Donc ça il a l'air normal. Comme si je suis assis comme ça, tu vas dire, je suis en état de conscience minime, tu vas dire, il est normal. Je baille, je regarde autour de moi. Si j'entends du bruit, je vais me retourner là. Mon cerveau, il réagit aux stimuli. Je vais même avoir un cycle du sommeil préservé. Je vais dormir la nuit puis être réveillé de jour. Mais c'est tout. Il n'y a absolument aucune compréhension de ce qui se passe. Ça aussi, ça existe. Puis ensuite, il y a des états avec, mettons, tu es conscient, mais avec certains déficits cognitifs. Donc le coma, on peut le voir sur cette échelle-là comme étant, il n'y a même pas aucune ouverture des yeux. Puis, fait on pourrait utiliser pour ceux qui nous écoutent peut-être le Glasgow Coma Scale. Fait que c'est un score à 3. Aucune réaction. Tu ne retires pas, tu n'ouvres pas les yeux. Tu ne réagis pas à la douleur. Tu réagis pas à la douleur. Puis tu n'es pas capable de prononcer aucun son. Ça, c'est quand même assez rare, puis c'est assez grand. Puis ça, non, j'ai pas vu nécessairement des gens se sortir de là. Mais passer de ça à état persistant végétatif, peut-être un peu minimally cautious, ça oui, j'ai vu ça. Puis j'ai vu ça sur des gens qui sont restés aux soins sur 2-3 mois. Là. Puis il y avait toujours un petit peu d'amélioration, de progression. Fait que c'était bon, jusqu'où ça va aller. Ils ont récupéré d'un événement comme un arrêt cardiaque, une grosse hypoxie cérébrale, puis tranquillement, pas vite, il émergeait. J'ai vu ça aussi dans un coma myxédémateux, mais ça, il était dans le coma
longtemps parce qu'on n'avait pas le bon diagnostic. Puis une fois qu'on a traité, là, il avait émergé. C'est lui que je faisais référence aux 10 à 14 jours. Là. Lui avait été dans Puis le lui, coma. avait-tu récupéré toute sa fonction? Il était-tu... Oui, sauf que il est peut-être pas revenu complètement normal, là, mais il était dans le coma. Là. Puis là, il était comme, il est tout là, puis il nous parle, puis tout ça. Là. Fait que, mais avec certains petits déficits cognitifs. Mais ça, fait que c'est ça. Fait que quand il y a quelque chose de réversible, puis qu'on traite, il y a de l'espoir. Ouais. Mais s'il y a vraiment quelque chose de mécanique, là, ben, c'est sûr que là, tu as un gros trou dans le cerveau parce que tu as fait un gros AVC, là, ben, il n'y aura pas de baguette magique. Là, le cerveau ne peut pas faire... Il peut essayer de faire des nouvelles connexions, mais... Il va y avoir des déficits majeurs. Ben, c'est ça. Puis il faut que tu comprennes les instructions. La physio la réadapte, tout ça. Fait c'est là où on est capable de mieux coacher les gens. Là, post-arrêt cardiaque, gros AVC, gros trauma crânien, c'est plus facile ensuite de guider les patients sur à quoi s'attendre. Puis la famille, oui, c'est ça. Ouais. Puis c'est-tu vrai ça dans les fameux films qu'on voit que quelqu'un qu'on extube puis qui finalement se réveille après l'extubation ou c'est comme vraiment de la science-fiction? On n'extuberait pas quelqu'un qui se réveille pas, à moins qu'on voulait faire des soins de confort. OK, fait que quelqu'un qu'on débranche, qu'on dit le fameux débranché, puis qui se réveillerait finalement au lieu de décéder, c'est pas... Non. OK, c'est bon, merci. Je veux juste... Je veux dire jamais. Là. Est-ce que quelque chose est arrivé à un moment donné en quelque part? Mais c'est souvent parce que soit on a manqué un diagnostic ou... mais non, j'ai jamais vu ça. Puis ça pourrait pas arriver. On pourrait pas éthiquement dire, ben on sait que tu es dans le coma, on sait qu'en t'extubant, tu seras pas capable de protéger tes voies aériennes, mais on va le faire pareil, puis on va juste espérer que tu te réveilles par toi-même. Ça n'arrivera pas. On va soit le garder intubé à la demande de la famille ou à la demande de l'équipe médicale en disant il y a encore quelque chose qu'on peut faire, ou ben, on va l'extuber, mais avec la connaissance, que tout le monde soit d'accord que si on l'extube, c'est parce qu'il va décéder, ou offrir le don d'organes. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Parlons-en un petit peu du don d'organes parce que c'est quelque chose que toi, tu es face à tous les jours. Puis je pense que c'est beaucoup moins que ce que les gens pensent. Là. Je pense que c'est 1 à 3 % des décès qui sont éligibles au don d'organes parce que souvent, c'est en mort cérébrale. Il faut que, dans le fond, nos organes soient encore, ils reçoivent encore de la circulation. Fait que, justement, c'est quoi le patient typique qui peut donner ses organes? Puis c'est quoi un petit peu, comment ça se passe? Excellente question. Il y a 3 mécanismes à travers lesquels on peut donner ses organes. Il y a effectivement le don après décès neurologique, il y a le don après décès cardiovasculaire, puis il y a le don après aide médicale à mourir. Fait que le don après décès neurologique, c'est le plus classique, c'est celui qui est le plus connu, puis il y a une grosse catastrophe cérébrale qui se passe, comme un trauma crânien ou un gros AVC, un gros saignement dans le cerveau, puis ça fait en sorte que tu tombes en mort cérébrale. Puis il y a des critères pour la mort cérébrale. Ton cœur fonctionne, mais ton cerveau ne fonctionne plus. Puis la seule raison que ton cœur fonctionne, c'est parce que tu es branché sur un respirateur artificiel. Ah, c'est ça, parce que ton cerveau ne dit plus à ton cœur de battre non plus. Exactement. Puis ton cerveau, ton cerveau, il ne dit plus rien. Il dit plus rien, parce qu'il est en mort cérébrale, mais il ne dit surtout plus de respirer. Fait que ce qui arriverait si le patient n'était pas intubé, c'est qu'il serait en apnée, puis le patient décéderait d'apnée, puis d'hypoxie, puis d'hypercapnie. Donc ça, fait que les patients sont ventilés, on les soutient, on fait du maintien de donneur, on prend des prises de sang, on s'assure que tous les organes soient perfusés pour être capable de les prélever. Puis on peut prélever les poumons, les 2 poumons, le cœur, les 2 reins, le foie. Puis chez les patients sélectionnés très jeunes, même le pancréas, les îlots pancréatiques, puis les intestins. La peau, les yeux ou tout? Ça, c'est les tissus. OK. Excuse-moi, les organes. Fait que là, on est dans le don d'organes encore. Fait que ça, c'est pour le don après décès neurologique. Il y a le don après décès cardiovasculaire, c'est-à-dire tu ne vas pas tomber en mort cérébrale. Mais là, on te maintient artificiellement en vie avec effectivement des vasopresseurs, donc des médicaments qui font monter ta pression, ou le respirateur artificiel qui protège ton airway. Puis on sait que si on arrête ces traitements-là, tu vas mourir en dedans d'1 heure. Et là, ça ferait en sorte que si tu veux donner tes organes, on ferait en sorte qu'on ne va pas arrêter ces traitements-là tant et aussi longtemps qu'on n'est pas prêt à venir prélever tes organes rapidement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va être prêt. Puis ça c'est super émouvant. J'ai quand même assisté, c'est que la personne est consciente. Là, tu sais? Puis elle a dit, là, je suis prêt à mourir, vous pouvez arrêter. Pas toujours consciente, là, des fois.
la famille, c'est la décision de la famille puis pas du patient. Mais c'est arrivé des fois que le patient était conscient, il dit, ben regarde, je le sais que quand vous allez me débrancher, je vais mourir, je ne peux pas survivre comme ça, mais je ne veux pas aller plus loin. Ben, je veux que si je vais mourir, donner mes organes. Puis là, on arrête les traitements. Le patient a de la sédation, ça va être une fin de vie normale. Mais une fois que le décès est constaté, là, la famille est évacuée, puis rapidement, les chirurgiens arrivent, puis OK, la famille, elle peut quand même assister le décès. OK, ça, c'est bien. Okay. Oui, mais on fait ça au bloc opératoire. OK. Puis le patient est déjà prêt, puis tout ça. Puis quand le décès est déclaré, là, les chirurgiens arrivent, puis ils prélèvent tout de suite. Ils prélèvent tout de suite parce qu'il faut, il y a de l'ischémie chaude. C'est quoi le délai, oui? Oui, exactement. Parce que là, il n'y a pas de circulation, fait qu'on ne veut pas que les organes souffrent. Puis effectivement, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas prendre le cœur, puis on ne peut pas prendre les poumons. Fait qu'on prend les reins puis le foie dans ces circonstances-là, on les prélève. Donc ça, c'est un autre mécanisme. Puis le dernier, c'est après aide médicale à mourir. Ça, c'est depuis que la loi est entrée en vigueur en 2016, je crois. Il y a des patients qui disent, moi, je veux l'aide médicale à mourir. Si mes organes sont bons, prenez-les s'ils peuvent aider quelqu'un d'autre. Et eux autres, c'est tous des organes d'habitude qui sont normaux. Fait que ça revient à être comme un DDC. Mais il n'y a pas le on arrête les soins puis on attend que le patient décède. On sait que le patient va décéder parce que c'est nous qui donnons les médicaments d'aide médicale à mourir. C'est la même chose, ça se fait avec Transplant Québec, dans l'hôpital, puis tout ça. Puis il y a plein de patients qui veulent ça. Il y a eu une vingtaine ou une trentaine de dons l'année dernière après AMM. Puis pour donner une idée, il y a à peu près 200 dons d'organes par année. 200 seulement? Oui. Dans le Québec au complet? Oui, entre 170 et 200 dons d'organes par année. Donc, bon an, mal an. Donc, c'est pas de temps. Puis, bon, la majorité, c'est des dons après décès neurologique, un 10 d'AMM, puis le reste, c'est du don par décès cardiovasculaire. Fait que c'est super important pour ceux qui veulent donner. Puis, la plupart des Québécois veulent donner. C'est à peu près 95 d'être en faveur de ça. Qui signent leur carte. Puis... pas qu'ils signent, mais qui sont en faveur de. Mais c'est comme tu as dit, c'est juste 1 à 3 qui vont pouvoir donner. Parce qu'ils vont avoir un décès compatible avec. Fait que ceux qui veulent, il faut que si ce décès-là survienne, que ce soit clair, puis qu'il puisse être identifié, puis que la famille le sache, fait que d'en parler. Fait que don d'organes, c'est super intéressant. Don de tissu, on peut en parler aussi, c'est super important aussi. On peut sauver jusqu'à 20 vies avec le don de tissu, mais c'est beaucoup moins restrictif parce que là, on peut prélever les tissus après le décès. Fait que c'est quoi un don de tissu? C'est Emma Québec qui s'en occupe, pas Transplant Québec. Puis ça, c'est la cornée, les tissus oculaires, c'est la peau pour les greffes de peau, c'est les os, les muscles, les ligaments pour des chirurgies orthopédiques. C'est les os, hein, oui? J'avais jamais entendu parler de ça. Oui, ils broient les os puis ils peuvent faire des trucs pour aider la guérison dans des chirurgies orthopédiques. OK. Je suis pas un spécialiste mais de c'est ça, intéressant. mais je sais que ça existe. Les valves cardiaques, puis même des artères qui peuvent prélever également pour des chirurgies vasculaires. Et ça, dans le fond, encore une fois, au décès, on demande le consentement. Puis si le patient aurait voulu ça, Emma Québec fait le prélèvement, la dépouille est restituée, puis les gens peuvent avoir leur arrangement funéraire, ça paraît pas, les gens ne savent pas, ils peuvent se faire incinérer, enterrer, peu importe. OK, ça paraît pas. D'impact, OK. C'était une question que j'avais. Ils peuvent quand même avoir, s'ils voulaient être embaumés ou tout ça, ça fonctionne quand même. Tout à fait. Puis les critères sont un petit peu moins restrictifs. Fait que c'est plus facile de donner ces dons de tissu que ces organes avec l'âge, les comorbidités, les antécédents, tout ça. Il y a quand même des critères. Là, on ne peut pas transplanter n'importe quel tissu, mais en général, c'est un processus plus comme un don de sang. Là. C'est plus facile de donner du sang que de donner un organe à cause de toutes les incompatibilités. Puis tu ne voudrais pas transplanter une infection ou un cancer ou des trucs comme ça. Fait que, ou des organes qui ne fonctionneront pas. Parce que c'est pas banal de recevoir un organe non plus. Là, c'est une grosse chirurgie. Fait que ils ont des critères de sélection pour ces organes-là. Mais pour les tissus, il y a aussi des critères de sélection, mais il y a moins de restrictions, entre guillemets. Fait que c'est plus facile. Il y a plein de patients qui sont refusés pour le don d'organes, mais qui sont acceptés pour le don de tissu. Puis il y a plein de patients qui pourraient pas être donneurs d'organes anyway à cause du mécanisme de décès, mais n'importe quel décès est éligible au don de tissu parce qu'il n'y a pas de critères en lien avec le mécanisme de décès puis la préservation de la dépouille. OK. Puis toi, as-tu eu des cas marquants? Parce que je pense que c'est quand même difficile dans des moments où est-ce que des fois, c'est ton enfant qui va décéder ou genre, quand c'est des jeunes en mort cérébrale.
de la famille de leur parler, d'ajouter ça, dans le fond, dans leur assiette que de leur enfant qui est en train de décider, puis leur proposer, voulez-vous que votre enfant, au moins, il puisse servir d'autres, puis donner... J'imagine que c'est des discussions difficiles que vous avez avec la famille. Ouais. Il ne faut pas faut pas faire cette discussion-là du même souffle de l'annonce du diagnostic. Non. On ne peut pas dire, votre enfant est en mort cérébrale, est-ce qu'il voudrait donner ses organes? On ne peut pas faire ça, puis ça s'appelle le découplage. Il faut que ce soit en 2 temps. Mais on pourrait croire que les gens vont être réfractaires, ne veulent pas être dérangés avec ça. Ils vont dire, écoutons, voulez-vous juste prendre ses organes, puis vous ne voulez pas l'aider? Non, la plupart des gens sont en gros deuil par rapport à ça. Ils se disent, ouais, non. Comment ça, mon fils est mort? Comment ça, mon père, mon cousin, ma mère? Elle allait bien ce matin. Souvent, c'est très traumatique, là, les décès qui mènent au don d'organes. C'est soudain. Là. Un gros saignement dans la tête, un accident d'auto, c'est soudain. Fait que ça n'a pas de sens. Ce deuil-là n'a pas de sens. Puis là, tu viens leur présenter le don d'organes. Puis beaucoup de gens vont accepter en nous disant ça donne un sens à quelque chose qui n'a pas de sens. Au moins, je sais qu'il va pouvoir aider les autres avec ses organes. Puis il y a plein d'histoires comme ça, super touchantes, où des parents ont dit, comme de savoir que le cœur de mon fils bat dans la poitrine d'un autre, ça me réconforte au quotidien. Il y a plein d'histoires comme ça. Puis moi, j'en avais une quand j'étais fait l'autre soin, d'une mère qui m'avait dit que son ado qui était décédé d'un accident d'auto, puis à qui on avait annoncé la mort cérébrale, la raison pour laquelle elle avait accepté le don, elle a dit, mon fils était au cégep, puis il voulait devenir médecin. Il voulait aider les autres. Ça va être sa façon d'aider les autres. Il ne pourra pas devenir médecin, mais il va aider les autres en donnant ses organes. Comment peux-tu rester de glace par rapport à ça? Ça vient de chercher, puis ça vient donner tout un sens à ce processus-là qui est tabou. On ne va pas se le cacher. Les gens n'aiment pas parler de la mort, n'aiment pas parler du don d'organes, ne veulent pas être prophètes de malheur. Mais après ça, tu as des histoires comme celle-là parce que c'est la vie. Puis tu te dis, non, il faut en parler parce que ça donne un sens à quelque chose qui n'a pas de sens. Mm-hmm. Puis, justement, y a-tu d'autres cas? Parce que tu parles que tu n'étais pas de glace dans ce moment-là. Y a-tu... Parce que, je sais pas, par exemple, combien de décès tu as pu vivre dans une journée? Dans une journée? Mais je sais pas, là, on les compte pas. Mais c'est quelque chose... Tu en vis beaucoup, c'est ça? Oui. Puis dans comment... une carrière, ouais, c'est ça. Puis comment tu fais pour rester comme solide? Puis est-ce que tu as des cas, justement, qui t'ont marqué plus que d'autres? Parce que je sais que tes pères aussi, ça a changé quelque chose quand tu as eu des enfants pour après, quand tu étais face avec des enfants qui étaient malades ou des choses comme ça? Tu sais, la relation d'un médecin par rapport à la mort est différente pour chacun. Mais je pense que universellement, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais je pense qu'on peut dire que ça nous affecte. Ben oui. C'est pas normal d'être confronté à la mort puis de voir autant de décès dans la vie d'un humain. Là. C'est la plupart des gens qui nous écoutent. À combien de funérailles ils vont assister puis combien de décès ils vont voir dans une vie. Ou en live peu. Là. Ou en live peu. Ben, c'est ça. À part peut-être des militaires, je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui vont voir la même personne vivante puis l'instant d'après morte. Même un thanatologue qui travaille tout le temps là-dedans, là, ben, il voit juste la dépouille. Ouais. Ben, il va en voir plein des gens morts, mais juste la dépouille. En médecine, tu vois quelqu'un de vivant puis tu le vois mort. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Fait que c'est sûr que c'est un privilège d'être là, d'accompagner les familles, de procéder à ce rituel-là très protocolaire de constater un décès et tout ce qui vient avant. Mais c'est aussi un fardeau jusqu'à un certain point parce que il y a un gros poids, je pense, d'être confronté à tout ça. Mais moi, je le vois comme étant quand même un bon marqueur de si je suis encore humain ou pas. Là. Parce que la journée que ça ne va plus rien me faire, je vais dire, j'ai perdu mon humanité. Là. Parce que je pense que c'est pas normal d'être insensible à ça comme humain, point, peu importe t'es qui, peu importe ce que c'est dans la vie. Fait que si tu le deviens, c'est parce que c'est pathologique, là, c'est pas normal. Fait que moi, je suis content, puis je me laisse toucher par ces émotions-là, c'est bien correct. Puis je trouve que, tu sais, aux soins intensifs, on sauve des vies, puis c'est important, puis j'ai beaucoup de fierté de faire ça de ma carrière, mais on ne peut pas tous les sauver. Puis je dérive autant de fierté d'être capable d'assurer à la famille et d'un patient un beau décès dans des circonstances dignes, dans un bon environnement,
quand malheureusement, il n'y a plus rien à faire. Ça aussi, là, c'est une victoire. Là. C'est pas le fun d'avoir un deuil traumatique. Exact. Puis là, ensuite, comment est-ce que ça tergiverse, est-ce que ça vient pervertir, entre guillemets, ma vie personnelle? Je pense pas. Encore une fois, en général, je suis pas quelqu'un de très stressé. Fait que ça m'est déjà arrivé de réagir à des situations d'urgence comme citoyen. Puis ça ne fait pas grand-chose. Je fais juste mon travail, puis ça ne m'affecte pas. Mais c'est vrai que l'exception, c'est les enfants. Ouais. Depuis que j'ai des enfants, quand j'avais dit plus tôt que j'avais fait un stage de soins intensifs pédiatriques, je me voyais peut-être faire ça, là, aller en pédiatrie. Puis finalement, je n'ai pas choisi ça parce que je me suis dit, il va peut-être avoir plus de facilité à me trouver de la job dans le monde adulte. Mais maintenant, mon Dieu, que je me dis une chance que j'ai fait ça. Parce que là, je pense que j'aurais bien de la misère à travailler avec des enfants malades parce que je pense que je ferais de la projection sur mes enfants, je verrais mes enfants, tout ça. Puis ça, je pense que oui, ça m'affecte. Mais en même temps, c'est pas mes cas les plus marquants nécessairement. Tu sais, mes cas les plus marquants, c'est pas des grosses vies sauvées, c'est pas des gros deuils. Des fois, c'est des affaires comme super plaisantes. Comme la première et la seule fois que j'ai pleuré en médecine, c'est quand j'ai vu un papa devenir papa pour la première fois à Val-d'Or dans mon stage de médecine de famille. Femme a accouché, il y a eu un bébé, il a commencé à pleurer, j'ai commencé à pleurer. C'est tellement beau, le miracle de la vie, puis tout ça. Fait il y a quand même eu plein d'autres cas marquants comme ça où, oui, des fois, c'était un beau diagnostic. Oui, des fois, c'est une vie qu'on a sauvée. Des fois, c'est une situation chaotique qu'on a pris tout le monde, on s'est présenté, on a réussi à runner le code, puis le patient va bien. Ça a été un patient en tamponnade, mettre l'aiguille là-dedans, enlever la tamponnade, puis patient qui... Il y a plein d'affaires super le fun, mais des fois, c'est juste genre des beaux cas du miracle de la vie, la santé, du travail d'équipe bien fait. Puis c'est dans le quotidien, c'est dans les infirmières qui sont contentes de travailler, de faire la job. On a fait une bonne job. C'est dans un patient comme vous avez donc bien une belle équipe ici. C'est dans les ambulanciers qui arrivent et ils disent ils sont contents que ça soit vous. Ouais, genre, puis on s'est déjà vu, puis tout ça. Puis c'est dans les petits moments comme ça. Puis, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont comme en stage, profitez de chacun des stages, parce que moi, c'est ces moments-là que je ne verrai plus jamais. Là, je veux dire, j'ai joué au Scrabble avec des patients en psychiatrie. Je me suis fait battre. Puis moi, je suis très bon au Scrabble. Puis j'étais comme, ça se peut pas que je me fasse battre par des patients en psychiatrie. Mais sais-tu quoi? Oui, ça se peut. Puis ça fait partie de plein de petits moments marquants qui ont tous changé ma perception sur la société, la vie, les patients, les citoyens, puis la médecine. Puis ça, il faut les prendre au quotidien quand ils passent pendant notre formation puis notre carrière. Puis mon regret, c'est de ne pas avoir écrit tous ces cas-là dans un calepin pendant ma formation parce que je suis sûr que j'en oublie plein. Oui. Puis tu penses que c'est ça qui te protège un petit peu ben justement, on l'a dit, tu vis beaucoup de choses qui sont lourdes, mais d'autres choses comme ça, puis votre esprit d'équipe, tout ça, qui fait que ça te permet de continuer puis de ne pas ramener ça trop à la maison, ou peut-être des fois ça arrive, là, mais est-ce que tu dirais que c'est un peu ça qui te protège? La perception comme de focusser sur le positif puis tout ça? Oui, bien dans le fond, toutes les expériences que tu vis, qu'il y ait aussi, dans le fond, du positif, ou peut-être ma question, ça pourrait être plus, qu'est-ce qui te protège justement de vivre autant de choses, autant de décès, autant de trucs qui sont lourds pour l'humain, parce que comme tu disais, c'est ça qui te montre que tu es encore humain, mais aussi ça vient affecter. C'est comme si on était un peu au front à la guerre à tous les jours des fois. Puis pour certains, ça peut mener à un épuisement, tout ça. Puis qu'est-ce qui, toi, fait que tu restes en santé puis que tu as un équilibre? Bien, il faut être sensible à ça. Puis je pense, encore une fois, qu'il y a beaucoup de chance là-dedans. J'ai été chanceux de faire en sorte de trouver mon milieu de travail qui me préserve puis qui me protège. Tu sais, des fois, les gens, ils se disent, quand ils choisissent leur carrière en médecine, ils disent « Ah, mon Dieu, je rêve d'être chirurgien plastique, ophtalmologiste, neurochirurgien, intensiviste. » Rarement. Médecin de famille. Médecin de famille. Puis là, ils se disent faut tout faire pour que je devienne ça. Parce que ça les stimule. Ça les stimule à être médecin de famille, ça les stimule à être neurochirurgien. Ils pensent que la complexité des cas, cette population-là, cette patientèle-là, c'est de ça qu'ils vont driver leur grande satisfaction pendant leur carrière.
ce que tu réalises, je pense, à un moment donné, pendant tes stages, puis peut-être des fois, malheureusement, trop tard dans ta carrière, c'est que tu es beaucoup plus influencé et impacté, non pas par tes patients que tu vois au quotidien, mais par les gens avec qui tu travailles. Fait que moi, je suis juste chanceux d'avoir une super bonne équipe qui n'est pas toxique. Puis qui fait en sorte que je suis capable ensuite de bien prendre soin de mes patients. Puis oui, j'adore mes patients. Mais si tu as ta carrière de rêve, mais tu travailles dans un milieu complètement toxique, tu vas te brûler. Ben oui, parce qu'à un moment donné, tu es peut-être rentré endocrinologue pour voir, parce que ça t'excitait beaucoup les tempêtes thyroïdiennes. Mais à un moment donné, tu as fait le tour de tes tempêtes thyroïdiennes, puis de ton diabète, puis de je sais pas quoi. À un moment donné, c'est plate à dire, mais ça devient un peu, entre guillemets, du bread and butter. Ouais. Puis c'est correct, c'est ça l'expertise médicale. C'est qu'au début, c'est tout intimidant, tu apprends tout, puis tu sais pas qu'est-ce que tu fais, puis à un moment donné, tu deviens excellent à faire ce que tu fais. Puis il n'y a plus de challenge là, donc il n'y a plus vraiment de gratification qui vient de ça, à part le sentiment du travail bien accompli, puis tu sais que ça continue à bien t'aller, puis tu ne t'assois pas sur les lauriers. Mais tout le reste autour, la communication, les relations interpersonnelles, tous nos autres rôles CanMeds, à part expert médical, là, sont beaucoup plus importants, je trouve, sur notre santé mentale. Puis moi, je pense que je suis juste chanceux d'avoir compris ça assez tôt pour me mettre dans une situation qui me permet d'avoir un équilibre sain entre, encore une fois, mon identité professionnelle, Dr. Dayan, puis qui je suis au quotidien, qui est Joseph, qui pratique la médecine comme une chose parmi plein d'autres choses que je fais dans la vie. Là. Puis, je pense aussi ta conjointe est médecin. Oui. Intensiviste aussi? Non, interniste. Okay. Interniste. Interniste général. Général, OK. Fait que, est-ce que vous parlez beaucoup de ça? Est-ce que c'est beaucoup dans... Est-ce que vous avez d'autres choses qui vous intéressent, vous faites ensemble? Parce que tu le dis souvent, même sur tes réseaux sociaux, prochaine fin de semaine, là, c'est dans 1 mois là, qu'on va être ensemble. Fait que c'est quelque chose. Ça s'en vient, là, c'est la fin de semaine prochaine. Oh J'avais dit que c'était le 19 juillet. Mais là, je suis retourné voir, c'était depuis le 19 avril qu'on avait passé aucune fin de semaine ensemble, toute la famille. Wow. Mais c'est quelque chose. Ben oui, c'est quelque chose de pas normal. C'est un concours de circonstances. Mais c'est beaucoup aussi, on est des parents. Fait que, tu sais, c'est important pour nous qu'il y ait toujours un parent avec les enfants. Fait que, avec les horaires de garde, ben, on est 1 sur 2. Fait que quand moi, je suis de garde, ben, elle a des semaines où elle ne se met pas de garde la fin de semaine. Puis quand moi, je ne suis pas de garde, ben là, elle a fait des semaines lourdes où elle est de garde, des fois aux soins intensifs, à l'hospice, tout ça. Donc, ça fait en sorte qu'on désynchronise nos horaires. Donc, ça a un coût sur notre vie familiale. Il faut qu'il y ait toujours un parent avec l'enfant. Oui, c'est sûr que ça, c'est, on est des parents, puis c'est correct, puis c'est un bout de notre vie, puis on va le traverser, puis on n'est pas à plaindre. Moi, je ne suis pas à plaindre, je ne fais pas pitié. Là. Je fais juste dire que ça existe. Puis il faut pas le perdre de vue parce que on n'est pas juste des médecins. On est une famille, on est un couple, on est des gens, on est des citoyens, on est des individus. Puis cet équilibre-là, il est important. Là, est-ce qu'on parle de qu'est-ce qu'on doit mettre en place spécifiquement? Non, on fait comme tout le monde. Là. Les gens qui nous écoutent, on fait notre possible pour se voir, puis avoir une vie de famille. Mais ce qu'on se dit souvent, par contre, parce qu'on a été résidents ensemble aussi, c'est qu'on a été chanceux de graduer les deux puis d'être relativement sains d'esprit malgré tout ce qu'on a vu et tout ce qu'on a vécu. Parce que je l'ai dit tantôt, on en a parlé, ça existe, l'harcèlement, l'intimidation, les situations toxiques. Moi, j'étais président de la FMRQ. Fait que t'en as vu. Je l'ai pas juste vu dans mon milieu, je l'ai vu à la largeur du Québec. J'en ai vu. Puis j'ai été président, puis on célébrait la 20e année de la campagne contre l'intimidation et le harcèlement. Ça fait 20 ans qu'on en parlait. On est 10 ans plus tard, puis je pense qu'on en parle encore. Ça ne s'est pas tant amélioré. Non, c'est ça. J'espère que ça commence à changer un peu avec peut-être les réseaux sociaux puis la jeune génération de se dire non, ça prend un changement de culture. J'espère. Mais je sais qu'à l'époque où j'étais président, moi, j'ai eu des résidents qui m'ont dit, des collègues, là, résidents, là, qui m'ont dit j'ai hâte au jour où je vais être patron. Puis en parenthèse, j'ai haï ce terme-là. Mais j'ai hâte au jour où je vais être patron pour pouvoir faire vivre aux résidents qu'est-ce que moi j'ai vécu. Faire vivre? Ben voyons. Ouais. C'est pas le contraire. Exact. Ah ouais, genre, tu sais, comme j'ai subi, puis là, je vais me défouler sur les gens. Oh my God. Je dis, mais mon Dieu, mais c'est comme la pire chose à faire. Ben oui, c'est entretenir le cercle vicieux. Fait que j'espère qu'on s'éloigne de ça tranquillement. Je pense que, tu sais, des comptes comme le tien, où il y a beaucoup de bienveillance sur les réseaux sociaux, tu sais, Mathieu Nadeau-Vallée, Michel, tout le monde. Moi, j'espère que ça fait en sorte que quelqu'un regarde ça puis qu'il se dit « Ah, je suis pas tout seul à penser comme ça. » Puis juste briser les silos puis l'isolement, parce que quand tu es dans la culture, tu te dis « Bon, ben déshumaniser, traiter le monde comme des numéros,
le fameux curriculum caché en médecine, Ouais. ben finalement, c'est ça partout. Fait que je dois être la seule ou le seul qui pense encore que c'est important le respect, puis de bien traiter Ouais, les c'est ça. patients, puis de bien faire les choses. Je vois tout le monde autour de moi tricher, tourner les coins ronds, puis s'engueuler comme du poisson pourri. Puis de voir peut-être des gens comme nous et des collègues, il y en a plein d'autres. Là. Il y a Frédéric Picotte à Drummondville, mon Dieu, il y a plein de gens, parce que là, je m'implique à l'Université de Montréal, fait que je vois plein Ouais. d'exemples de leaders super Oui, oui, il positifs. y en Là. a plein, oui. Il y en a plein, 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 plein. Puis je me dis, ben ça, peut-être que ça fait en sorte que quelqu'un voit ça puis dit, hey, je suis pas tout seul. Il y a encore du monde qui a des belles valeurs. Puis peut-être que on est plus nombreux qu'on pense. Puis c'est peut-être à nous de créer un impératif Une pour nouvelle changer. culture. Oui, absolument. Une culture de sécurité psychologique, c'est le terme, où vraiment on répond un peu à tout l'harcèlement, intimidation en disant non, 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 c'est pas correct d'intimider, c'est pas correct d'infantiliser, c'est pas correct de ridiculiser. Si tu veux apprendre, si tu veux bien performer, si tu veux que les patients puissent être plus en sécurité, il faut que tout le monde se sente en sécurité de lever la main et de dire hey, c'est normal ça? Ça, c'est De pas pas correct. gêner, même si on est externe, même si... Exactement. Imagine une infirmière en salle d'op qui a l'impression que le chirurgien s'est peut-être contaminé ou que, aussi bête que je pense qu'il opère pas sur la bonne jambe. C'est arrivé. Là, c'est pour ça qu'il y a des checklists chirurgicales. Là, si elle lève la main et elle a peur de se faire rentrer dedans par le chirurgien, je fais ça Ben oui, stéréotypé, mais... là. Non, mais j'en ai vécu, là. Ben oui, mais tu. Ben, peut-être sans nommer de nom, là. Ouais, sans nommer de nom. Mais c'est sûr que, tu sais, j'ai vécu des places en chirurgie où est-ce que le chirurgien, il se fâchait parce qu'elle coupait pas bien ou tout ça, puis c'était vraiment comme elle se faisait engueuler comme un poisson pourri. Après, elle va-tu vouloir dire quelque chose à ce chirurgien-là? Moi, en tout cas, c'était ma première fois en chirurgie. J'étais genre, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Genre, comment ça se peut? Puis, moi, j'ai figé parce que c'était ma première fois en salle d'opération. J'avais pas eu non plus, j'étais étudiante, fait que j'avais pas eu tout le briefing de stérilisation, tout ça, fait que je garde mes mains. Puis là, mes mains étaient un peu plus basses, là. Il s'est fâché, là, contre moi, mais tu sais, c'est toutes des choses comme ça que c'est sûr que je serais pas portée à lui dire quelque chose, là. Ça, c'est sûr. Et t'es pas la seule. Et qu'est-ce que ça fait, ça? Ben, ça fait en sorte que tu vas laisser la complication survenir en te disant, ben, moi, ça me tente pas de me faire engueuler. Puis, Au dépend du patient. Exact, le patient. Oui. Donc, la sécurité psychologique, c'est pas juste un beau terme. En fait, c'est pas un si beau terme que ça, c'est pas très sexy. Mais quand tu lis c'est quoi, puis l'impact positif que ça peut avoir sur notre culture, tu dis, non, c'est ce genre de culture-là que je veux dans mon milieu. Fait qu'on devrait tous aspirer à ça. L'encourager, dans le fond, puis... Ouais, puis être des bons modèles positifs. C'est pas facile, tu sais. Oui, c'est stressant. Oui, on joue avec la vie et la mort. Oui, tu sais, il y a des impératifs ministériels, gouvernementaux, administratifs qui font en sorte que tu n'as jamais l'impression de pouvoir bien faire ta job. On envoie encore des fax. Oui, Tu tous veux les dire, jours. dans le sens où c'est vrai qu'on n'a pas nécessairement les meilleurs outils pour faire le bon travail. Ouais. Puis souvent, la qualité des soins, moi, je trouve qu'elle est nettement supérieure à ce qui serait attendu dans les conditions dans lesquelles on nous demande de travailler. Là. Puis ça, c'est la clé. Là, le succès de ça repose 100% sur les épaules des gens. Là. C'est pas de la magie, là, c'est les gens qui en donnent plus que ce que le client en demande puis qui compensent pour les lacunes du système. Fait que, quand tu regardes les manchettes, c'est décourageant, là, le système de santé du Québec. Là. Ouais. Mais moi, je trouve qu'on se donne trop de tapes sur la gueule puis pas assez de tapes dans le dos pour tout le bien qu'on fait. Puis, avec ce qu'on a, avec les ressources qu'on a. Fait que capitalisons sur notre meilleure ressource, c'est notre monde. Fait que préservons-les, valorisons-les. Puis je pense que c'est cette culture-là qui va faire en sorte qu'on va être capable d'avoir des meilleurs soins. Puis oui, c'est vrai que les lieux physiques ne rendent pas justice à la qualité des soins qu'on donne, ni nos outils de travail, ni nos outils informatiques. Mais j'espère que ça va changer. Puis je me dis, si on a du bon monde, puis je le sais qu'on en a, si on leur donne des meilleurs outils technologiques pour être plus efficaces, puis si on change la culture pour avoir une culture de sécurité psychologique, si tu as ces trois outils-là, ces trois éléments-là réunis, là, mon Dieu, on peut être le meilleur endroit où, Mais oui, ça va... donner des soins au monde. Là. J'ai zéro doute là-dessus, zéro hésitation. Mais justement, parlons des outils, parce qu'hier, tu as posté une vidéo sur l'intelligence artificielle.
Puis justement, comment ça peut être utile pour nous, en fait, pour nous aider dans notre efficacité. Puis tu posais même la question, est-ce que les médecins vont être remplacés par l'intelligence artificielle? Sûrement pas. Puis là, tu avais un punch de, mais est-ce que ceux qui n'utilisent pas l'intelligence artificielle, est-ce qu'eux vont être remplacés? Mais tu n'as pas répondu encore à la question. Non, mais scoop peut-être sur ton podcast. Ben oui, peut-être. Ben, c'est sûr que la réponse, c'est oui. Les médecins qui n'utilisent pas l'intelligence artificielle, à terme, vont se faire remplacer parce qu'ils ne seront pas capables de suivre ce qui est attendu, selon moi, en termes de fiabilité puis d'efficacité diagnostique. Non, c'est pas l'intelligence artificielle qui va venir intuber mon patient, puis va venir tourner le patient, puis lui amener son verre d'eau, quoique il y a des serveurs maintenant automatisés au Saint-Hubert. Là. Peut-être qu'on va avoir des robots qui vont amener les verres d'eau aux patients. Mais je pense que les patients vont toujours avoir besoin de ce côté-là humain. Par contre, pour avoir un outil aussi puissant pour, comment dire, je ferais la comparaison avec, est-ce que de nos jours, tu peux avoir un médecin qui ouvre jamais un textbook de médecine, qui va jamais sur Internet pour une base de données, qui va jamais consulter les effets secondaires de ses médicaments, les doses, comment ajuster en insuffisance rénale? Impossible. Mais ce ne serait pas un bon médecin, parce que ça évolue tout le temps. Exactement. C'est pour ça qu'il serait remplacé. Fait que je pense que ça va être la même chose pour l'intelligence artificielle. Les médecins vont devoir apprendre à utiliser ces outils-là pour s'améliorer. Puis ceux qui ne le feront pas vont être jugés par leur père comme mais tu n'es pas un bon médecin parce que tu ne donnes pas la meilleure qualité de soins que tu pourrais à tes patients. Puis c'est dans ce sens-là qu'ils vont être remplacés, selon moi, parce que l'attente, lorsque ces outils-là vont être à point, puis ils sont déjà quand même assez puissants, je pense qu'ils vont faire en sorte que ça va être attendu. Tu sais, je veux dire, c'est pas normal qu'on écrive encore à la main. Tu écris encore à la main? Dans nos dossiers. Ah oui, c'est encore à la main? Moi, j'ai adopté. Oui, mais je prescrirai à la main. Parce que c'est comme le dossier est encore papier. Mais ça va s'en venir, le dossier santé numérique au Québec. Puis enfin, là, tu sais, c'est juste du gros bon sens. Là. Fait que oui, je pense que pour moi, c'est l'évolution naturelle de notre pratique, une espèce d'outil d'intelligence artificielle qui va pouvoir nous aider à poser des diagnostics plus rapidement, probablement aider à avoir une pratique médicale en termes de choix des tests qu'on fait, peut-être moins sur la défensive, puis plus précise, donc à coût moindre. Puis dans un écosystème informatique qui va faire en sorte que la communication va être beaucoup plus efficace. Tu sais, tout va être tapé, numérique. Ça va être mais oui, c'est plus rapide. Moi, personnellement, je peux voir, je dirais, au moins, je vois plus de patients depuis que j'utilise l'intelligence artificielle pour faire mes notes. Ouais. Oui. Fait que moi, je dois relire ma note, mais déjà, ça augmente mon efficacité, puis ça réduit pas du tout ma qualité de mes soins. C'est juste que je tape moins longtemps à l'ordi quelque chose que quelqu'un. Fait que déjà, je vois comment ça peut aider. 100%. Puis je pense que c'est ça que les patients veulent. Les patients ne vont pas voir ça comme étant le médecin est riche, ils vont voir ça comme étant super. Oui. Il va pouvoir passer plus de temps avec moi parce qu'il passe moins de temps à faire des affaires administratives. On peut plus écouter le patient, on peut juste être avec le patient. Fait que c'est des bons, c'est des plus dans le fond. C'est comme ça que je le vois. Ouais. Puis même, c'est ça, l'intelligence artificielle va nous aider parce que moi, personnellement, oui, on a appris tout ça, mais toutes les nouveautés, moi, quand ça me génère un diagnostic différentiel, mais je peux passer à travers, puis j'ai le mind pour pouvoir, OK, ça oui, ça non, mais il y a des choses que j'aurais pas pensé qui viennent, ça m'aide en fait à ce niveau-là. Oui, puis tu sais, il faut avoir des connaissances pour être capable de savoir si ça a de l'allure ou si ça n'a pas d'allure. Tu as entièrement raison. Moi, si j'écrivais, donne-moi 8 façons de construire un pont entre Montréal et Laval, puis il me montre, j'ai zéro idée si ça a de l'allure ou pas. Fait que ça prend quand même les connaissances. Avant ça, un ingénieur dirait ça, il dit ça a de l'allure, ça a pas de l'allure. La même chose en médecine, liste-moi un différentiel pour telle condition. Je dis, ça, tu as complètement halluciné ça parce que j'ai les connaissances médicales. Fait que ça les prend, ça ne va pas nous remplacer, puis ça ne va pas nous rendre plus paresseux. Je pense que, comme tu l'as dit, ça peut juste même décupler ta capacité cognitive en déchargeant un peu toute la surcharge d'informations qu'on doit gérer comme médecin dans un système aussi inefficace. Ça, j'aime beaucoup en parler aussi de la surcharge cognitive. Puis j'en parle à mes étudiants en médecine quand je leur parle de leadership. C'est un gros frein à notre efficacité. Mais l'autre point qu'il faut faire avec l'intelligence artificielle, c'est à quel point, déjà,
Puis ça, c'est Open Evidence qui fait ça. Quelqu'un m'a parlé de Open Evidence. Est-ce que tu utilises Open Evidence? Pas tellement, non. Écoute, hier, il y a 2 médecins qui m'ont parlé de ça. Je n'avais jamais entendu parler de ça avant. Fait que je me suis fait un compte. Open Evidence, c'est comme un outil d'intelligence artificielle qui a été formaté pour être très spécifique en médecine. Puis ils sont mis les bases de données de UpToDate, je crois, les bases de données du JAMA, les bases de données du New England, les bases de données du Mayo Clinic. Fait que tu peux y poser une question, tu peux y poser des affaires médicamenteuses, puis c'est trusted, fiable. C'est vérifiant, c'est fiable. Mais ça, eux autres, dans leur tagline de pourquoi tu devrais t'ouvrir un compte, ils parlent de surcharge cognitive. Ils disent, à chaque 5 ans, les connaissances médicales doublent en termes d'articles scientifiques publiés. Comment est-ce que tu peux être capable de suivre? C'est ça veut dire qu'entre le moment que tu es R1 et R5, il y a déjà 2 fois plus d'articles dans ton petit 5 ans de formation de résidence. Fait que probablement que quand tu gradues, tu es déjà plus à jour. Et je le vois moi-même. Là, je veux dire, j'ai quand même été formé en médecine interne avant mes soins. J'ai fait mon examen de médecine interne. Puis toute la prise en charge du diabète a changé. Il y a plein de nouveaux médicaments pour ça. La prise en charge de la maladie pulmonaire obstructive chronique puis l'asthme, ça a tout changé. Les pompes ont tout changé. Je veux dire, il y a plein d'affaires qui ont changé. Puis ça fait juste 10 ans que j'ai gradué. Là. Je suis déjà dépassé pour ces conditions-là. Puis il y en a plein d'autres. Ma femme est internée, ça fait que je la vois. Je suis plus capable de faire ce qu'elle fait. Là. Elle voit des patients en clinique externe, elle part du monde sur des biologiques, des affaires de même. Moi, je suis comme, mon Dieu. Mais je ne suis plus capable de faire ça. Et dans ma tête, ça fait pas si longtemps que ça que j'étais comme au top, au summum de mes connaissances. Là. Ça va vite. Comme ça va nous aider. Mais oui, ça va nous aider. Il faut. C'est un support. Puis, y a-tu d'autres outils innovatrices? Parce que toi, justement, tu as fait des études en amélioration des soins. Je pense que ça peut être utilisé aussi pour le triage, que c'était intéressant pour, en fait, faire sauver du temps partout dans notre système, que tout le monde dit que c'est trop long. Fait que y a-tu d'autres outils ou c'est surtout ça que... On va l'avoir, je pense aussi beaucoup. C'est très bon en pattern recognition. Fait que c'est sûr qu'on va voir ça dans tout ce qui est imagerie médicale puis pathologie. Ça fait longtemps, en fait, que ça existe. Là, à Stanford, il faisait réviser des cellules, des lames de pathologie par l'intelligence artificielle, puis être capable de diagnostiquer des cancers, tout ça. Même chose pour la radiologie, les scans. C'est déjà capable de faire ça. Ça existe dans le monde. Quand est-ce que ça va être intégré dans un système de santé publique comme le nôtre? Je ne le sais pas. C'est sûr qu'il y a toujours des préoccupations de combien ça coûte. Parce que c'est des compagnies là, qui font ça. Il y a toujours tout le côté commercial. Puis ça, je ne connais pas ça. Mais je sais que ça existe, ça va venir, puis ça va aider. Est-ce que ça va remplacer les radiologistes, les pathologistes, les infirmières au triage? Non, je ne pense pas, mais ça va vraiment permettre d'éplucher beaucoup pour être capable d'être encore plus efficace. Puis j'espère que ça ne se traduira pas, par contre, par plus de non-pertinence, là, puis générer plus de tests parce qu'on est capable d'en lire plus vite. Là. J'espère que ça va aider quand même les médecins à dire, OK, j'ai peut-être pas besoin de demander plus de tests, j'ai peut-être pas besoin d'aller à la paire, j'ai peut-être pas besoin de surdiagnostiquer nos patients parce que ça coûte cher, ça cause de l'anxiété, puis ça rend service à personne. C'est ce que tu disais aussi hier dans la vidéo par rapport au fait que même, il avait comparé l'intelligence artificielle à un médecin. Par contre, un médecin sans ses ressources externes, là, puis qui était les 80% d'efficacité au niveau d'intelligence artificielle avec moins de tests demandés. Qu'un médecin, c'était 20%. Oui, dans 80% des scénarios présentés, ils posaient le bon diagnostic, puis les médecins seulement 20%. Fait que c'est ça. Il y a quand même une bonne différence. Puis j'ai amené ici le fait que aussi, malgré qu'il y ait moins de tests, donc des tests plus précis, fait que ça peut peut-être justement nous aider en termes de ressources qui est plus déficitaire au niveau, surtout au Québec. Là. Oui, mais il ne faut pas se leurrer. La vraie clé pour améliorer l'accès aux soins, ce n'est pas d'améliorer l'offre, c'est de diminuer la demande. Fait qu'on peut devenir toujours plus efficace, mais tant qu'il y a de plus en plus de personnes malades, on sera toujours à la traîne. Oui. Puis, je pense que les gens sous-estiment à quel point il y a plein de gens malades dans la société qui ne consultent pas parce qu'ils n'ont juste pas d'accès, là, mais ils vivent avec leur maladie, puis leur maladie continue de progresser, puis à un moment donné, ils se pointent juste plus malades. Oui. Puis ça, tant qu'on ne fait pas de la prévention puis de la promotion de la santé, on va toujours en payer le prix. Ça, c'est comme, je donne toujours l'exemple de genre construire une nouvelle autoroute. S'il y a plein de trafic sur l'autoroute, puis personne n'a accès à la route, là, tu construis d'un coup une nouvelle route, une nouvelle autoroute, il n'y aura plus de trafic pendant un certain moment parce que tu as construit une nouvelle autoroute. Mais si tu n'as pas pris en amont plein d'autres solutions pour diminuer l'utilisation des voitures,
Mais là, il y a plein de gens qui ne prenaient pas leur voiture pour aller sur les ponts parce qu'il y a plein de trafic. Fait que je vais pas utiliser ma voiture, je vais aller prendre le transport en commun, je vais aller marcher, je vais magasiner déjà plus loin, je vais rester chez nous. Là, d'un coup, ils sont comme il n'y a plus de trafic, je vais prendre ma voiture. Là, il y a du trafic encore. Mais remplacer ça par plein de gens qui sont comme je ne vais pas aller à l'hôpital, je n'ai pas de médecin de famille. Puis là, comme il y a de l'accès. Fait que, j'avais mal au dos depuis 3 ans, on va y aller maintenant. Fait que faut toujours penser à non, il faut agir en amont puis réduire. Il ne faut pas attendre que les gens tombent malades pour leur donner des soins. Il faut vraiment beaucoup investir en prévention. Ça, c'était mon vidéo d'aujourd'hui. Chaque dollar qu'on investit en prévention, ça rapporte en retour direct sur investissement entre 4 et 25 $ dépendant de l'initiative. En santé mentale, 25 $. Chaque dollar en prévention en santé mentale, tu économises 25 $ dans la société. Mais la seule raison pour laquelle on ne le fait pas, c'est parce que ce n'est pas des gains immédiats. Exact. C'est ça le court terme que je te disais au début. Là. Exact. Puis c'est pour ça aussi qu'on est sur les réseaux sociaux, en tout cas pour éduquer les gens, vulgariser pour que les gens aient accès plus facilement parce que l'accès est difficile. Puis faire de la promotion de la santé. Exact. Parce que je suis du même avis que toi. Exact. Mais tout en court terme. Qui fait que ça engendre beaucoup plus de coûts au long terme. Exact. C'est comme ça dans la santé, c'est comme ça dans les routes, c'est comme ça dans l'éducation. Et les gens regardent sur le court terme, le prochain cycle électoral, puis les grands changements, des grands bénéfices de société, ben c'est pas un claquement de doigts. Il faut que tu investisses puis tu attends. Comme planifier une retraite. C'est les choix financiers que tu fais aujourd'hui qui vont t'assurer ta retraite plus tard. C'est l'entretien que tu fais sur ta maison ou ton appart aujourd'hui qui vont faire en sorte que ton toit ne coulera pas dans 10 ans. Il faut avoir cette vision-là pour la santé. On l'a dans notre quotidien comme humain, mais on ne l'a pas comme citoyen, comme patient, comme politicien pour ces enjeux-là de société. L'autre exemple de ça, c'est la rétroaction. On n'aime pas avoir de la rétroaction sur notre performance en santé. On n'a pas tant de données sur... Toi, tu penses que tu es une bonne médecin, mais on s'entend que c'est un feeling. Quelles données objectives as-tu là-dessus? Il n'y en a pas. Moi, je ne sais pas si mes patients meurent plus que mes collègues. C'est aussi niaiseux que ça. Là. Alors que si je fais de la course... Ben, je veux savoir mon temps. Si je conduis une auto, je vais avoir ma rétroaction pour avoir pas un ticket. Je suis à 70, je roule à 150. Je veux une rétroaction. On veut de la rétroaction surtout. On veut des datas. Tu cliques, tu veux tout savoir. Tu vas avoir plein de chiffres. Mais en santé, encore une fois, il y a de la pensée magique. Puis c'est pas mieux là avec l'environnement politique avec le projet de loi. Sur les indicateurs de performance parce qu'ils veulent les utiliser comme pour punir les médecins. Mais personne ne veut. C'est comme si je te disais, ben, si tu ne cours pas en dedans d'un certain temps, ben, tu vas faire 100 push-ups. Ben, je ne le veux pas, mon temps. Moi, je pense que j'ai couru une belle course, là, puis je pense que c'est correct. Là. Fait que c'est toujours comment tu utilises les chiffres. Mais non, c'est ça. Si c'est punitif, en plus, déjà, assez de stress, là, c'est comme ça. On l'a parlé au début, mais je vais être plus stressée, fait que je vais en faire plus des erreurs. C'est pas ça qu'on veut, c'est le contraire. C'est ça. Voilà. Okay. Bon, maintenant, pour aller vers la fin, j'ai des questions insolites que mon public voulait te poser. Il y en a plusieurs, on va peut-être pas toutes les faire. D'accord. OK. Fait qu'on a parlé beaucoup, mais justement, ça fait la suite à ce qu'on vient de dire. Est-ce que tu dirais que notre système de santé est brisé? Puis si oui, est-ce que tu crois qu'on peut le réparer? OK. Il tient avec de la broche. Puis la broche, c'est les merveilleux humains qui travaillent dans le milieu de la santé puis qui font, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, de la magie avec les conditions actuelles. Puis oui, on peut le reconstruire sur des fondations beaucoup plus solides en focusant sur la valorisation du personnel de la santé, sur des meilleurs outils informatiques pour être plus efficaces, puis sur un changement de culture, la sécurité psychologique partout. Super, mais ça va avec ma prochaine question qui est justement, si tu avais à bâtir un hôpital de zéro, qu'est-ce que tu ferais différemment? C'est ça que je ferais. Yes. Non, ça serait vraiment ça. Ça serait, ça a l'air simple, là, ou ça a l'air du pelletage de nuages puis des licornes, mais je pense que beaucoup d'autres industries ont compris que c'est la clé du succès, là. Fait que ça serait un hôpital à échelle humaine, même si c'est un gros hôpital, de faire en sorte de donner beaucoup de pouvoir aux gens sur le terrain pour les sentir impliqués, donner du sens à leur travail, avoir une culture de sécurité psychologique,
les valoriser, puis leur demander qu'est-ce que je peux faire pour rendre ta job plus facile, puis prendre cette rétroaction-là, puis le changer. Quand j'étais en Écosse, parce que j'ai fait un fellow en amélioration qualité là-bas, puis ils donnaient souvent l'exemple de d'autres industries qui performaient bien, puis comment est-ce qu'on peut s'en inspirer dans le domaine de la santé. Puis ils donnaient toujours l'exemple d'une petite compagnie qui s'appelle Timson. Timson, c'est un magasin qui fait des doubles de clés. Mais ils font aussi de la cordonnerie, puis tout ça. Ils font des affaires assez banales, là. Mm-hmm. Mais il y en a des milliers. C'est une chaîne à travers le Royaume-Uni puis l'Écosse. Puis même si c'est une grosse chaîne, tous les employés ont le numéro de téléphone du PDG. Tout le monde reçoit une bouteille de champagne à sa fête, genre aux 5 ans, je pense. Puis c'est vraiment une pyramide inversée. Fait que je pense que cette proximité-là d'inspirer un top-down positif pour avoir un bottom-up positif, c'est ça que je mettrais en place. Quels sont les freins à l'heure actuelle? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont comme un peu figées, cristallisées dans le réseau pour plein de raisons syndicales. Nous, on a essayé de faire des changements positifs dans notre milieu, puis ça a été des menaces de grief de syndicats. Puis l'excuse qu'on s'est fait donner, c'est c'est trop beau pour votre équipe, c'est pas juste pour toutes les autres. Puis on veut comme répartir la misère. Fait que ça, c'est un problème, on n'en parle pas, mais c'est un problème. D'un autre côté, oui, des fois c'est politique, des fois c'est administratif. Moi, j'ai entendu des gens dire mettons des médecins qui voulaient aller se porter à la défense de conditions des infirmières ou d'autres professionnels de la santé, qui se sont fait répondre ça, c'est des affaires d'infirmières. Vous êtes des docteurs, mêlez-vous pas des affaires des infirmières. Alors qu'on travaille tout en équipe. Politique, on en a parlé, puis on a fait plein de vidéos là-dessus. Puis des fois, au niveau des employés, ça existe des employés problématiques, là. Puis je pense qu'il faut être capable de le nommer. Ton chirurgien qui t'engueulait, là, c'est pas correct de tolérer ça. Là. Fait il y a la faute aussi sur l'individu. Puis donc, moi, dans mon hôpital donc, de rêve, ça serait de prendre acte de ça, puis de dire, ça n'arrivera pas. Puis c'est encore une fois parfois plus difficile à faire qu'à dire, mais je pense quand même que la solution parle par nommer les problèmes puis trouver les solutions. Puis des fois, de dire qu'on fait tous partie du problème, ça peut vouloir dire qu'on peut tous faire partie de la solution. Oui. C'est quétaine, mais c'est vrai. Puis, tu crois-tu que c'est possible? Est-ce que tu as de l'espoir dans notre système? Oui, parce que je pense que la dernière chose qu'on peut enlever à un être humain, c'est l'espoir. Je pense qu'il ne faut pas leur donner des faux espoirs. Il ne faut pas se donner des faux espoirs. Je ne pense pas que c'est des faux espoirs. Je pense qu'il y a encore beaucoup de gens que je côtoie au quotidien qui sont animés par le désir de changer les choses pour le mieux. Je pense que les patients veulent ça. Je pense qu'on va tous devenir patients aussi. Fait que c'est comme dans notre intérêt aussi dans le futur d'investir tout de suite pour améliorer ça. Il n'est pas trop tard. Mais c'est sûr que ça va pas arriver magiquement. Il va falloir un effort concerté collectif par des leaders positifs. Ça ne sera pas à court terme. Puis il y a certaines choses qui me font un peu douter. Je veux dire, la COVID a été dure. On n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais c'est vrai que ça a été dur, la pandémie. Ça a éteint beaucoup de gens. On a aussi fait des choix. Moi, j'ai participé au protocole de triage, dans l'élaboration du protocole de triage pendant pour la COVID. À qui on donnerait les derniers respirateurs si jamais il manquait de lits aux soins intensifs. Puis, on l'a fait sur des données probantes. Genre, toi, tu as plus de chances de survie. Toi, tu aurais le respirateur. Toi, tu aurais moins de chances de survie. Malheureusement, ça ne veut pas dire qu'on ne donnerait pas des soins, mais tu n'aurais pas le respirateur artificiel. Puis, les gens pensaient qu'on faisait de la discrimination envers certains handicaps, certaines populations, certaines tranches d'âge. On faisait de l'âgisme. Puis là, je me suis dit, mais si on est dans une crise pandémique actuelle où il y a littéralement des gens qui meurent par centaines, par milliers dans le monde, puis qu'on n'est pas capable de dire, tu sais, comme sur un bateau qui coule les femmes et les enfants d'abord, là, tu sais, c'est du triage, ça, les femmes et les enfants d'abord. Mais là, on n'est pas capable de le faire, genre, tel gens auraient les soins. Hein? Mais comment est-ce qu'on va faire ça au quotidien en disant le panier de services actuel il est probablement beaucoup trop large pour les moyens qu'on a. Tu sais, on paye 8 lignes de chimiothérapie, même s'il n'y a aucun espoir de guérison. On garde des patients aux soins intensifs pendant 3-4 ans, même s'il n'y a aucun espoir de rentrer à la maison parce qu'ils ont des déficits permanents.
On garde on opère des patients qui ont des cancers métastatiques. Avec un pronostic court. Oui, juste avec plein de chirurgies palliatives. On opère un patient en CHSLD, problème cognitif, démence avancée, mais qui a déjà alité, genre 90% de la journée, parce qu'il a chuté, puis là, il y a une fracture de hanche, puis on se dit, ben, on va y opérer la hanche. Puis là, tu te dis, mais il était déjà alité, tu sais, dans le sens où... on répartit pas très bien les ressources. Puis quand tu écoutes à la radio des débats là-dessus, ou à la télé, ou quand tu lis les journaux, puis j'ai fait une maîtrise en administration aussi, fait que ces débats-là, je les avais. Mon prof, c'était Régent Hébert, ancien ministre de la Santé, puis il a même supervisé mon mémoire de maîtrise. Puis mon mémoire de maîtrise, c'est le triage de soins intensifs. Fait que ces conversations-là, je les ai eues encore et encore, j'ai tout lu, puis encore et encore, toujours, quand on demande aux Québécois, êtes-vous prêts à réduire le panier de services? Êtes-vous prêt à ce que votre grand-père de 95 ans ne se fasse pas opérer parce qu'il est trop vieux et qu'il est trop malade? Êtes-vous prêt à pas vous faire rembourser votre 10e ligne de chimiothérapie palliative? La réponse, c'est non. La réponse, c'est les Québécois disent j'ai payé des taxes toute ma vie. Si je suis malade, je veux les soins. Je veux aller les soins au maximum, peu importe c'est quoi. Puis ça, moi, c'est là où des fois, je me dis j'ai peut-être un petit peu moins d'espoir parce que c'est vrai que les choix qu'on doit faire, ils peuvent être difficiles. Parce que c'est des vases communicants. Peut-être que si je veux que plus de monde ait accès au dentiste, puis accès à un médecin de famille, puis ait accès à la première ligne, ben, faut peut-être que les super spécialisés qui n'amènent pas grand-chose dans tes 2-3 derniers mois de vie, à part peut-être de la souffrance, qu'on fasse pas ça, puis qu'on réinvestisse dans la première ligne, puis dans la prévention. Mais ça, c'est un choix de société. On ne peut pas imposer ça, puis il n'y a aucun politicien qui va se faire élire en disant moi, ça, je vais faire, là, vous n'aurez pas votre 10e ligne de chimiothérapie. Fait qu'il faut que ça vienne de la société. Il faut que des gens, comme citoyens, ça n'a pas de bon sens l'état actuel des choses. J'accepte qu'on fasse une réflexion collective sur où est-ce qu'on met notre argent dans le système de santé pour. C'est peut-être une vision utilitariste, là, faire du bien au plus grand nombre de personnes possible. C'est peut-être pas ça la réponse. La bonne réponse, mais je sais que c'est certainement la plus grosse plainte. C'est comme, il y a plein de monde qui n'ont pas accès aux soins. Fait on a des demandes utilitaristes, mais on n'a pas nécessairement on n'est peut-être pas nécessairement prêt à accepter la solution utilitariste. De faire des compromis. Viens-tu de plugger l'utilitarisme de mon cours de philo du cégep, moi? On dirait. Oui, hein? C'est bon. Ouais. OK, par rapport à ce qu'on vient de dire, est-ce que tu as déjà observé dans d'autres pays ou ailleurs dans le monde des gens qui avaient des meilleurs systèmes puis qui avaient catché justement que tout ce que vous nommez, ça peut aider puis ça marche? Il y en a deux qui me viennent à l'esprit, mais préambule avant. Oui. La bonne et la mauvaise nouvelle, c'est que dans la presque totalité des pays occidentaux, ça va pas très bien dans les systèmes de santé. Ouais. Fait que c'est la bonne nouvelle parce qu'on se dit, on n'est pas les seuls au Québec à avoir de la misère puis à rocher. Là. Ça va pas bien en Ontario, ça va pas bien en Colombie-Britannique, ça va pas bien aux États-Unis, ça va pas bien en France, ça va pas bien en Angleterre. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que donc, il n'y a pas de solution facile, il n'y a pas de système parfait qu'on peut juste copier-coller. Ouais. Par contre, il y a plein de petits éléments positifs que j'ai vus dans certains pays que je pense dont on pourrait s'inspirer. L'Écosse est un exemple. Quand je suis allé là-bas, c'est un système de santé publique qui est beaucoup axé sur la donnée. Donc, eux, c'est très important pour eux de donner les indicateurs de performance aux médecins et aux équipes cliniques, mais pas de façon punitive, de façon proactive, c'est-à-dire, voici ce qui se passe, voici les endroits qui performent le mieux, voici ce qu'on pense qu'ils font de mieux, n'hésitez pas à les copier. Puis on va essayer de tout s'améliorer globalement. Puis on va suivre ça. Ça marche. Fait que l'Écosse, je trouve que c'est un bon modèle pour ça. Puis donc, ils ont un programme national. L'autre affaire qu'ils font très bien, c'est quand ils ont une crise, ils mettent tout le monde genre dans la même chambre, là, puis essaient de trouver une solution. C'est quand même un petit pays. Fait que ça, j'aime ça. Puis c'est un système de santé publique. Donc, si eux sont capables de le faire avec un budget public, nous aussi, on devrait être capable de le faire au Québec. Puis c'est pour ça que je suis allé là-bas. Mais l'autre pays qui fait très bien ça, c'est le Danemark. Mais le Danemark, le problème avec eux, c'est que la raison qu'ils ont réussi à être capables de mettre beaucoup de l'avant les données, puis la mesure, puis s'améliorer avec ça, ils ont fait beaucoup de place au privé. Donc, eux autres, ils se sont dit, nous, on n'a pas les moyens de s'acheter toute cette technologie-là pour fonctionner avec des systèmes informatiques. Il n'y avait pas d'intelligence artificielle à l'époque, mais tout ce qui est
mégadonnées, à l'époque ça s'appelait ça, là, big data. Ils se sont dit, nous, on n'a pas les moyens de faire ça comme pays. Là. Ça coûte beaucoup trop cher, puis on n'a pas l'expertise. Puis le Québec n'a pas l'expertise informatique non plus. C'est pour ça qu'ils engagent plein de consultants. Eux, ils ont fait affaire avec des industries genre Medtronic et tout, qui développent des logiciels puis qui donnent les licences au pays puis aux utilisateurs. Fait que c'est super bon, mais tu as tout le billet pharma puis comme ça, parce que là, les données leur appartiennent. Puis moi, je me rappelle, j'étais même allé voir pendant une conférence les gens du Danemark, puis je leur avais dit, mais tu sais, comme c'était les représentants de Medtronic en particulier. J'ai dit, mais vous, là, tu sais, there's no free lunch, là. Pourquoi vous donnez tous ces outils informatiques-là totalement gratuitement au pays puis aux médecins? Ils ont dit, ben nous, on récolte toutes les données de tous nos compétiteurs. Fait que quand on voit qu'un chirurgien puis un patient va mieux avec telle autre affaire, ben on va voir exactement quel instrument, quelle prothèse ils ont mis, puis là, on améliore nos produits. Fait qu'à la fin, nous, on améliore nos produits, fait que c'est bien plus facile ensuite de vendre nos produits, puis c'est comme ça qu'on fait notre argent. Fait qu'il y a cette game-là qui arrive, qui va arriver quand la technologie... mais c'est vrai que c'était un modèle qui était plus performant. Puis probablement qu'on va se trouver dans un hybride comme ça avec les conflits éthiques que ça va engendrer. Comment ta vision du médecin elle a changé complètement? OK, quand tu voulais être médecin avant de rentrer en médecine et maintenant? Qu'est-ce qui est le plus qui a changé ou qui a été déconstruit pour toi? Je pense que le plus gros changement, c'est l'image, je pense, romancée du médecin héros qui fait tout seul. Dans le sens, moi, un médecin, j'avais jamais... Mettons, tu dis, Joseph, il y a 12 ans, réfléchis à un médecin. Ben, il voyait juste un docteur. Ouais. Puis là, tu dis, Joseph, à mon âge maintenant, pense à un médecin, je vois plein de monde autour de moi. Puis je pense que c'est le plus gros changement. Je réalise que je ne pourrais jamais faire mon travail en travaillant seul. La seule raison pour laquelle je suis capable de bien faire mon travail, c'est parce que je suis entouré de plein d'autres expertises complémentaires qui font en sorte qu'on travaille, qu'on collabore, puis qu'on est capable de mettre à profit nos expertises complémentaires pour sauver la vie d'un patient. Tu sais, je regardais à un moment donné un patient qu'on avait soigné durant la COVID. Il avait passé 1 mois chez nous, puis intubé, paralysé, tout le kit. Puis là, j'ai pensé, le gars, il a passé 1 mois aux soins intensifs. Il a eu, c'est 3/4 de travail pendant 30 jours consécutifs, plein de consultants, physio, ergo, nutritionnistes, pharmaciens, les agentes administratives, préposés aux bénéficiaires. Je pense que ça, il y a 100 personnes qui se sont mobilisées probablement pendant ce mois-là pour sauver une seule vie. Puis ça, je pense que c'est ce qui m'a marqué ce qui a changé le plus dans ma perception de mon travail plus du médecin. Que c'est vraiment multidisciplinaire. Multidisciplinaire, puis le médecin, il joue son rôle quand même, chef d'orchestre. C'est pas comme si on est une personne parmi tant d'autres, mais on n'est certainement rien sans les collègues autour de nous. OK. Puis, quelle est la chose la plus mémorable qu'un patient t'ait dit ou qui t'a marqué? Ou je sais pas si ça devient comme ça. Là. Non. Dieu, j'ai eu plein de... Il y a des affaires que je peux pas dire. Oh, merde! Ah oui, c'était des gens, des madames âgées. Je vous laisse deviner. OK. Tard dans la nuit, pendant que j'étais de garde, qui étaient peut-être un petit peu confuses. Et ça me marque encore. Mais sinon, c'est vraiment des merci. Genre, on est content que ça a été vous qui avez pris soin de moi ou de la personne que j'aime. Moi, ça me marque à chaque fois. J'ai des visages, j'ai des noms. Il y a des choses qui m'ont aussi été dites plus blessantes, mais que j'ai réussi à transformer en expérience positive. Fait que je me rappellerai toujours de la fois... On a-tu le temps pour une anecdote? Ben oui, certainement. Je me rappellerai toujours de la fois où je suis allé voir une patiente pour faire son admission post-op d'une chirurgie un peu héroïque là, pour un cancer métastatique. Puis ça faisait plein d'infections, puis des fuites, puis elle ne pouvait pas se nourrir à cause de ça. Puis là, ils ont essayé de réparer, puis de réanastomoser. Ça a malheureusement encore pas fonctionné. Puis c'était très clair dans la note du chirurgien que c'était une chirurgie du dernier recours, là, du dernier espoir. Peu de chances de survivre. Ben, peu de chances. C'est comme that's it, là, c'est palliatif. Puis c'est très clair. Puis c'est une situation... une admission assez routinière pour moi.
dans le sens où il n'y a pas d'enjeu complexe au niveau médical. C'est de la surveillance. Je vais voir la patiente. Puis la patiente, je pose plein de questions, comment elle va, blablabla. Puis là, je dis, avez-vous des questions pour moi? Elle dit, oui. C'est quoi la prochaine étape? Genre, là, ce que vous me dites, c'est peut-être que ça n'aura pas le résultat escompté, mais prochaine chirurgie, qu'est-ce qu'ils vont m'offrir? Puis ça, j'ai dit, les chirurgiens ne vous ont pas expliqué que c'était comme un peu pas mal dernière chance, hein? C'est comme, ben non. C'est bon, je vais vous expliquer, madame, vous avez un cancer métastatique. J'explique tout ça. Puis ben c'est ça. Puis là, malheureusement, ben, il n'y a plus d'issue. Ça fait des soins palliatifs qui vont vous être offerts. Puis tout ça. Puis je quitte. Moi, dans ma tête, j'ai tout fait ça. Là, je raconte l'anecdote vite, mais c'est sûr que ça a pris du temps. Des pincettes. Ça a pris un bon 15-20 minutes là, dans la chambre à tout expliquer ça. Puis là, je sors. J'ai même pas le temps de me rendre au poste infirmier là, pour commencer à rédiger ma note que le mari de la patiente, qui était juste à son chevet, qui était à côté d'elle, m'arrête. Puis là, il me dévisage, là, il me regarde là, de haut en bas. Là. Puis là, il me dit « Puis vous osez vous dire médecin? » C'est des mots que j'oublierai jamais. Là. Je suis comme « Mais qu'est-ce que j'ai fait? » Que j'ai fait? Il dit « Vous savez très bien qu'elle a un cancer qui ne guérira pas. Je le sais très bien. Les chirurgiens le savent très bien, mais elle ne le savait pas. Elle, là, elle vivait dans le bonheur et l'insouciance de ne pas savoir qu'il y avait un cancer qui allait la tuer. Là, vous y avez coupé les ailes. Là, elle n'a plus d'espoir. Elle va se laisser faire. Elle va se laisser mourir. Vous venez de tuer ma femme. Vous venez de lui enlever les derniers moments de bonheur qu'elle aurait pu vivre avec moi. Là, vous allez retourner dans la chambre. Là. Vous allez lui dire que vous vous êtes trompé de dossier, là, puis que les chirurgiens vont venir, là, puis qu'ils vont y offrir un autre traitement, là, puis tout va être correct. Bon. Mais là, vous n'êtes pas retourné dans la chambre? Ben oui. Okay. Là, j'étais pas à l'aise. Mais non, c'est ça. J'étais un petit peu fâché parce que je me dis, là, lui, il vient d'insulter mon intégrité professionnelle. Parce que moi, j'ai fait ma job. Elle a le droit d'avoir l'information. Elle a le droit d'avoir la vérité. Puis, j'ai pas à masquer quoi que ce soit, à cacher à quoi que ce soit à la demande du mari. Mais j'ai pas dit rien de ça. J'ai pas dit, de quoi vous mêlez? Êtes-vous docteur? J'ai rien dit. J'ai tout mis ça. Ça m'a pris longtemps, mais j'ai tout mis ça de côté. Puis, j'ai dit, ben écoutez, je ne vais pas aller lui dire, je ne vais pas aller lui mentir, là, mais vous connaissez votre femme mieux que moi. Si vous pensez que ce que j'ai dit va avoir un impact négatif sur sa santé mentale, sur comment elle se sent, ben, je vais retourner, puis je vais peut-être nuancer mes propos, puis c'est correct. T'sais. On retourne dans la chambre. Là, la scène est complètement transfigurée. Là. La patiente me regarde. Elle dit, docteur, mon docteur. Elle dit, là, je comprends pourquoi ça fait des mois que je me sens pas bien. Là. J'ai un cancer, puis il est métastatique, puis il guérira pas, puis toutes les chirurgies fonctionnent pas, puis les chimios, puis tout ça. Ça m'améliore pas, ça fait juste m'affaiblir. Je vais arrêter de tout prendre ces traitements-là. À chaque fois que je viens à l'hôpital, ça fait 12 chirurgies que je fais. À chaque fois, je ressors encore plus affaibli. Là, je vais arrêter tout ça. Je vais profiter du temps qui me reste avec mon mari, avec mes enfants, puis je vais profiter de la vie. Merci. Puis là, honnêtement, on dirait que je pense qu'il y avait un rayon de lumière de la fenêtre qui illuminait son visage, là, quasiment. Tu sais, quand tu dis, genre, c'est arrangé avec le gars des vues, le gars des vues aurait pas pu mieux arranger ça pour moi. Puis là, moi j'étais comme, OK. Je vais voir si le mari est satisfait. Je regarde le mari, je lève les yeux vers lui. Il est en train de pleurer. Puis il n'a pas été capable de me parler. Il m'a juste regardé. Puis j'ai vu sur ses lèvres. Merci. Donc, tu sais, ce qu'il m'a dit m'a marqué parce que c'est dans cette situation-là que j'ai appliqué quelque chose qui est très important pour moi. Tu sais. C'est qu'est-ce qui peut aider notre système de santé à aller mieux. Si on en parlait tantôt. On a mis plein de mots fancy. Hein. Sécurité psychologique, puis valorisation, puis intelligence artificielle. Mais la gentillesse, je pense que c'est quelque chose
qui peut faire en sorte que notre système aille beaucoup mieux, beaucoup plus vite. Puis dans cette situation-là, ben, j'ai juste fait semblant d'être gentil. J'ai même pas été gentil. Je n'étais pas gentil à l'intérieur. Je n'étais pas content. Mais j'ai fait semblant d'être gentil parce que je me suis dit, il n'y a rien qui va sortir d'escalader, puis d'avoir un conflit, puis de la colère, puis de m'insulter dans mon éthique professionnelle. OK, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui vous préoccupe. Je vais être gentil. On va aller avec bienveillance, revoir la patiente. Puis grâce à ça, cette interaction-là, très négative, est devenue une interaction super positive. Pour tout le monde. Pour la patiente, puis pour moi. Puis je pense que si on appliquait ça partout dans toutes nos interactions, même qu'on n'a pas envie, parce qu'on est impatient, parce qu'on est fâché, parce qu'on a une mauvaise journée, un petit peu de gentillesse peut aller très, très loin. Puis je vais peut-être même aller faire un petit bout de chemin, puis aller révéler quelque chose d'assez intime, mais je pense que c'est important. Parce que en fin de semaine, j'étais aux funérailles de Dr Serge Legault. C'est un chirurgien dont j'ai parlé dans les réseaux sociaux, qui travaille à la Cité de la Santé, qui était le vice-président de la FMSQ. Puis c'était un ami, c'était quelqu'un qui était très important pour moi. Puis sa femme, durant la cérémonie, parle de lui, puis elle raconte une anecdote où, à un moment donné, il a été invité à donner, à parler de la médecine dans une journée carrière à des étudiants au secondaire. Puis elle raconte l'histoire qu'il commence en demandant aux étudiants, il dit, d'après vous, quelle qualité ça prend pour devenir un bon médecin? Je te pose la question, Alexandre. Quelle qualité? De l'écoute, de l'empathie, d'être plein persévérant. Plein de beaux termes, oui. Être bon à l'école, bon en sciences, ça. Tout ça est sorti, tu sais. Puis là, sa femme dit, il n'a pas dit un mot, il est allé au tableau, puis il a écrit en grosses lettres, gentil. Un bon médecin, c'est un médecin qui est gentil. Puis ça me touche parce que déjà, j'avais cette notion-là de cette anecdote-là que j'avais vécue. Puis là, en fin de semaine, un mentor, quelqu'un que j'estimais beaucoup, avait la même valeur. Je me dis, il y a peut-être une piste là. Ben oui. Mais c'est super inspirant à recevoir aussi. Parce que c'est pas toujours facile, justement, on a parlé tout le long, mais des fois, on vient overwhelmed. Il y a plein de choses qui s'ajoutent à la vie personnelle, puis ça devient difficile de rester gentil ou genre d'écouter, puis de comme, peu importe ce qui vient à nous, ben ça fait une différence. Puis on l'expérimente, tout, je pense. Ouais. OK, ben je suis contente de finir un peu sur cette note-là. Est-ce que toi, il y avait d'autres choses que tu voulais ajouter? Ben, on a publié un livre. C'est qui, la Fondation Cité de la Santé de Laval. Si ça peut intéresser les gens, c'est un livre de témoignages. Si on parle d'humains beaucoup, on parle des gens, l'importance des gens. Puis c'est un collectif artistique qui rassemble les œuvres de 33 travailleurs de la santé qui ont créé de l'art durant la pandémie, un peu comme un exutoire. Il y a des poèmes, il y a des sculptures, il y a des dessins, il y a des tableaux. Puis on a tout colligé ça, puis on a publié ça. Puis ça s'appelle « Se soigner ». Le « se » étant de parenthèse. Puis c'est la valeur thérapeutique de l'art dans le milieu de la santé. On vend le livre au profit de la Fondation. C'est 100% de l'argent vers la Fondation. Puis ça peut peut-être faire du bien. On l'a en format numérique, puis on l'a en format papier. Okay. Puis ça peut peut-être aller rejoindre des gens qui ont apprécié la conversation qu'on a eue, puis voir des travailleurs sociaux, des infirmières, des préposés, des médecins avoir écrit certains textes, puis peut-être montrer que, il y a des humains aussi. En fait, c'est quoi le système de santé? Le système, c'est un mot tellement impersonnel. Ouais. On est des humains qui travaillons avec d'autres humains pour prendre soin d'humains. Ouais. Fait que si ces relations-là interpersonnelles sont viciées, il n'y a rien qui peut fonctionner. Mm-hmm. OK, super. Puis sinon, on peut aussi te suivre sur TikTok, YouTube. Est-ce qu'il y a d'autres réseaux sociaux que Non, j'ai juste... j'ai X puis Blue Sky, mais oui, si ça peut intéresser les gens, je suis moins actif là-dessus. Puis sinon, peut-être que les gens vont me voir aussi dans leur actualité, parce que je suis vice-président de l'Association des intensivistes du Québec. Fait que des fois, s'il y a des enjeux qui touchent les soins intensifs, on essaye de mettre en place plein de solutions aux problèmes de pérennité qu'on a dans notre spécialité. On n'a pas beaucoup parlé des conditions de pratique, mais
c'est pas des conditions faciles dans notre spécialité. Puis on a un problème de recrutement puis de formation. Tu sais, les gens, à juste raison, ne veulent pas tous nécessairement ce train de vie-là comme intensiviste, même s'ils trouvent que la job est super intéressante. Fait qu'on vient de créer une association. On espère mettre les conditions de pratique qui vont faire en sorte qu'un intensiviste va pouvoir faire pratiquer pendant 30-40 ans sans se brûler, puis donner le goût aux gens de se former là-dedans. Puis plus on est, plus c'est facile d'avoir des horaires qui ont de l'allure, puis mieux prendre soin de nous et des patients. Parce qu'une carrière en médecine, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Il faut juste s'assurer de ne pas se brûler. OK. Super, bien, merci de porter cette voix-là. C'est très inspirant, puis ça fait du bien à entendre. Fait qu'on va continuer à te suivre aussi sur tes réseaux. C'est toujours le fun de te voir passer sur le fil d'actualité avec tout ce que tu amènes. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne soirée. Pareillement. Super. Donc, merci à Dr. Joseph Dahin d'être venu nous parler avec autant de sagesse, de nous avoir partagé tout son savoir, son expérience. Ce que je retiens beaucoup de nos partages, c'est entre autres que, oui, on est dans un système où c'est pas toujours facile, mais qu'au cœur, on est tous des humains, que ce soit les infirmières, les préposés. On fait du mieux qu'on peut. Fait que j'en profite pour faire un shout-out justement à tous les professionnels de la santé qui aident les patients dans leurs moments les plus difficiles. Donc, merci à tous pour votre écoute, puis on se voit très bientôt pour un prochain épisode.